Salut Clarisse, salut Mathieu, Hello. vous allez bien? Bon- Bonjour tout le monde, ça va très très bien et toi? Bah, ça va bien, on se retrouve pour l'épisode 11 de Instant Coding, on va parler du métaverse. Vincent, je sais pas trop où il est, on va lui demander dans quelques instants si éventuellement il est quelque part, mais avant ça, je remercie comme d'habitude, nous remercions comme d'habitude Octo Technologies, qui nous permet de préparer ces lives sur le temps de travail, voilà, de diffuser nos connaissances sur Twitch et sur YouTube. Donc encore merci Octo de pouvoir de nous permettre de faire ça. Vincent, est-ce que tu es parmi nous? Je suis là, je suis là. Il faut que tu Tu me es là. trouves. Il faut que je te trouve. Alors si je te trouve. Ah, en effet. Mais tu es dans une drôle de pièce, Vincent. Et oui, comme je ne peux pas être là physiquement avec vous, j'ai décidé d'être là à travers le metaverse, le métavers en français. Donc, je suis virtuellement ici. On va faire 5 minutes via cet avatar. Après, je vais vous rejoindre un peu plus physiquement. Ok. Eh Mais ça va servir d'introduction, j'espère. ben Est-ce que oui. vous savez où je suis, à quoi ça ressemble? Est-ce que vous Semble allez arriver à reconnaître un un petit peu appartement. un appartement à Paris. C'est un penthouse parisien qui se vend en NFT en ce moment. Donc, cette modélisation 3D d'appartement se vend. Et on peut y aller. Si on a un casque de VR, un casque de réalité virtuelle, on peut y aller et faire plein de choses, rencontrer des gens, parler avec des gens. Mais on peut aussi interagir. Ce n'est pas statique, le metaverse. C'est un des avantages. Par exemple, un truc qui n'a aucun rapport, mais je sais il est presque 18 heures, on commence à voir la dalle. Bah, je vais faire venir un, des étagères avec des cookies. Je ne sais pas si vous les voyez. Ouais. Ouais. On les voit. Oui. Et bah, si je les veux plus grands, les cookies, je peux les agrandir. Si je les veux plus petits, je peux réduire la taille. Et je peux vraiment interagir avec ça. Donc, si on parle de cas d'usage un peu professionnel, on peut faire de l'agencement d'intérieur, d'aménagement. Et si on était plusieurs à avoir des casques, on pourrait être à plusieurs dans cette pièce avec cette boîte de cookies, ces étagères, et pourquoi pas travailler ensemble et faire des annotations, se dire, eh, mais les cookies, c'est cool, mais c'est pas normal que les barres je sais pas, comment ça s'appelle ceux-là, qui sont tout blancs et qui ont un goût de polystyrène, ils ne devraient pas être là, ils devraient être plus hauts. Et je peux faire des annotations. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dessine, mais je fais une flèche pour indiquer que ça devrait être plus haut. Alors, on Et voit cette annotation, pas forcément la flèche. hop, la flèche, parce que j'ai fait un peu de travers. Ah oui, c'est bon, on la voit. Orange là. Et du Rose. coup, c'est attaché Ok. à ce modèle 3D. Et stylé. Vas-y, C'est stylé, ouais, ouais. Non? je peux l'avoir en grand, je peux faire l'aménagement. Je peux se dire, bah, qu'est-ce qui se passe si j'en mets 3-4 côte à côte? Hop, là, j'en ai fait un autre qui a été dupliqué. Et je peux faire mon aménagement chez moi, dans un magasin. Je peux tester assez facilement les arrangements. Et je suis dans cette pièce. Si je veux faire apparaître des vidéos, je peux faire apparaître. Je vais me débarrasser de ce truc de cookies parce qu'il me donne faim. Et je ne vais pas rester toute la soirée si je les vois trop. Donc, hop, je les enlève. Par exemple, derrière moi, c'est un écran virtuel. Là, c'est assez statique. Ça pourrait être une vidéo, mais Hmm. ça pourrait être même des slides. Ben, normalement, c'est des slides. Et je peux défiler dedans. Donc là, c'est une définition de metaverse. Là, c'est des illustrations avec plein de choses. Et ça reste interactif. Moi, juste avec mes mains virtuelles, je ne sais pas si tu peux activer le flux caméra de ma webcam, Eh ben si. mais en fait, j'ai des manettes qui me permettent de contrôler ce que je fais. Donc, juste en pointant du doigt et en appuyant sur la gâchette, je peux défiler d'un écran à l'autre assez facilement. Il y a plusieurs boutons, mais je pourrais aussi poser les manettes. Et bah, le casque est équipé de caméra, donc il va détecter mes mains, normalement, dans quelques secondes. Il y a toujours un effet démo. Hop, je vois mes mains. Ah, Et vraiment, je pourrais presque faire du piano. Je ne sais pas si vous voyez bien, ouais. mais tous les doigts sont là. Je peux faire des formes bizarres. Je peux être un rocker. Je peux taper des mains et faire des éclairs. Tout ça facilement avec un casque du marché. Ce casque, il coûte 450 euros. Il s'achète à la Fnac et vous avez du jeu vidéo et autres, mais C'est vous quoi? aurez aussi. C'est un Oculus, c'est ça? Alors, il ne faut plus dire Oculus, il faut dire un Ah, MetaQuest. un Meta, MetaQuest. qui est MetaQuest. le nouveau nom Oh. de Facebook, Ok. et Quest, qui est le modèle. Ils viennent d'annoncer hier un nouveau Quest Pro qui va coûter 1500, 1600 euros, dollars, qui est plus qualitatif et orienté entreprise, mais qui reprend le même principe, c'est
un casque fermé qui permet d'avoir une expérience. Mais ce casque, il a aussi des petites caméras. Et le MetaQuest aussi a même 2 caméras devant qui vont permettre de voir la réalité à travers le casque. Et donc, je pourrais assez facilement passer d'un monde immersif, totalement virtuel, comme celui de Paris, à bah, je veux voir ce qu'il y a vraiment dans mon salon, je veux voir les autres personnes autour de moi. Et si je veux poser virtuellement les étagères, bah, je pourrais les poser virtuellement dans mon salon à moi. Parce que Ok, je verrai à travers les caméras mon salon et je poserai les objets où je veux dans mon salon. Donc, on arrive à un moment où le métavers, on ne sait plus si c'est de la VR, de la AR, réalité augmentée, réalité virtuelle, si c'est dans le navigateur, si c'est sur casque. Il y a plein de choses qui arrivent en ce moment et, euh, et j'adorerais en parler avec vous, voir un peu votre point de vue et, euh, et si vous avez des questions, carrément. j'applaudis. On va y répondre de manière correcte. Et Vous bah me permettez de vous rejoindre en mode naturel? ouais, on va se Ça va. rejoindre. Hop là, Hop, j'ai sorti de la plongée. voilà. Revoilà Vincent. Ah bah, super, merci pour cette intro. Je rappelle que c'est interactif, on est sur Twitch. Le chat, n'hésitez pas. D'abord, bonsoir et n'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions à Vincent ou à nous. Moi, j'ai un œil dessus, donc je peux à tout moment poser les questions. Vincent, t'es nouveau, du coup, première fois que tu viens sur la chaîne. On est Ouais, ravi de t'accueillir et tu vas devoir te confronter à un petit exercice de présentation, n'est-ce pas? dis-moi. On aimerait savoir bah voilà, qui tu es, quel a été ton parcours pour arriver aujourd'hui où tu en es chez Octo. Voilà, raconte-nous un petit peu ta vie, ça nous Ma vie. intéresse, parce que le but c'est aussi d'inspirer les jeunes qui nous écoutent éventuellement ou qui nous regardent pour donner un aperçu d'un parcours, voir bah voilà, quelle trajectoire t'a permis d'arriver aujourd'hui chez Octo et de t'occuper de toute la partie justement AR, VR, XR, métavers, voilà, et Ok. qui te fait kiffer aujourd'hui. Ah, faut que ça me fasse kiffer en plus. Ok, Bah, j'ai l'impression que ça te fait kiffer quand t'en parles, t'as la banane. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est un truc effectivement. qui te plaît. Alors pour introduire, je suis le gars qui a une marque rouge sur le front et qui est mal coiffé à cause des casques en général. C'est irritant malgré tout. Donc qui je suis donc je suis Vincent, je suis actuellement responsable de l'offre Extended Reality, réalité étendue. Donc c'est un mot un peu chapeau pour inclure réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte et un peu tout ce qui est à réalité avec une étoile derrière euh, et metaverse ou métavers. On va faire le choix sur le mot métavers et metaverse tout à l'heure si vous voulez. Parce que je pense que le terme il va revenir avec les deux sonorités. Euh, j'ai fait EPITA, enfin même avant, si on parle de mon parcours, j'ai fait un DUT, donc un diplôme universitaire en techno sur 2 ans, un DUT génie électrique et informatique industrielle, parce que à l'époque, l'informatique, ça passait par l'électronique quand même. Euh, et très vite, je me suis orienté vers l'EPITA, donc école d'ingénieur, euh, qui avait une passerelle ouverte de DUT vers cycle d'ingénierie, ce qui est maintenant pas forcément le cas. Maintenant, ça oriente plutôt vers Epitech, sachant que j'ai fait 1 an d'Epitech. La passerelle, c'était 1 an d'Epitech Ok. entre mon DUT et Epita. Euh, et j'ai fait un DUT, une filière euh, Epita en sciences cognitives et informatique avancée. Informatique avancée, c'est IA maintenant. Euh, donc voilà, donc j'étais toujours un peu baigné dans essayer de rendre plus intelligents les interfaces. Je suis rentré dans un laboratoire de R&D qui était affilié à l'école, qui s'appelait 3IE, où on faisait pas mal de R&D, on bossait avec des startups pour essayer de faire émerger des nouveaux projets innovants. J'ai fait 2 ans en Angleterre dans une ESN voilà, normale en Angleterre, et les Anglais ont appris à comprendre l'anglais avec un accent français. C'est pas moi qui ai appris à parler anglais, c'est eux qui ont appris à me comprendre. Euh, et après, j'ai rejoint Octo Technologies en 2008, donc ça fait presque 14-15 ans que je suis là-bas. Mon background était très .NET, technologie Microsoft. C'est pas grave. Euh, c'est ouais, bah, toi aussi je te connais. Hein. C'est vrai. Euh, donc très techno Microsoft, ce qui m'a amené un moment à bosser sur du Kinect. C'est la caméra qui se branchait à la Xbox qui permet de détecter les mouvements des joueurs. Et en fait, c'était un port USB. Donc, si on la branche à un PC, cette caméra, ben, on peut créer une appli en C# en .NET
qui va pouvoir capter les mouvements du corps et on va pouvoir faire une interface. Par exemple, faire un écran géant qui est interagissable, interactible Interactive, ouais. au geste. Donc, à distance, un grand écran type Kakemono ou Totem, et je vais pouvoir interagir au geste ou danser devant pour déclencher une interaction ou une action sur l'écran. Euh, et ça marchait pas mal, ça restait comme très exploratoire et très artistique quand même dans les créations. Ça m'a valu d'être reconnu par Microsoft comme MVP. MVP, c'est Most Valuable Professional. C'est en gros des pros qui bossent sur les technologies Microsoft et qui communiquent à propos de ça. Et du coup, je communiquais à propos de Kinect et d'innovation chez Microsoft, toujours en tant qu'Octo. Donc j'ai eu ce titre et puis que j'ai renouvelé tous les ans. Donc on est remis sur la sellette à chaque fois. Et du coup, voilà, ça a évolué. Kinect, c'était les mouvements, des nouvelles interfaces. Ça m'a plu. À un moment, on s'est dit nouvelle interface, Windows Phone, comme c'était Microsoft. Du coup, Dorian et Ça moi, va, on a ça va, bossé ça sur va, Windows ça Phone. va. On remet le couteau dans la plaie. Ah putain, Euh, et on s'est bien amusé quand même j'ai sur bien Windows amusé. Phone, c'était cool. Euh, bon, ça n'a pas émergé, ça a pas décollé, c'est pas grave. Mais je suis resté sur les nouvelles interfaces et ça m'a amené à monter une équipe à Octo qui a un petit nom qui s'appelle Vibe. Vibe, la Vibe, donc qui veut dire Virtual Immersion and Bot Experience. Immersion virtuelle et bot, les chatbots. À l'époque, c'était la mode. Et du coup, j'ai monté une équipe sur ces nouveaux types d'interactions homme-machine, ou même homme-homme, homme avec un H majuscule. Donc, interaction entre les humains et la machine. Ça passait à l'époque très, très fort par de la VR, des vidéos 360 degrés, notamment avec des téléphones qu'on mettait dans des cardboards, dans des boîtiers en carton pour avoir accès à du contenu immersif ou applicatif, et des chatbots. C'était aussi l'effervescence des chatbots il y a quelques années, où on essayait de faire que ce soit plus facile d'interagir avec la machine, avec une pseudo-intelligence. Ça a continué, puis là, depuis quelques années, il y a la partie Metaverse qui émerge. Enfin, Metaverse officiellement depuis 1 an, parce que le terme n'était pas à la mode du tout. Euh, je peux parler de Metaverse? Je peux le définir ou pas? Si Ou, tu considères, alors si Clarisse et Mathieu n'ont pas de questions sur ta présentation, sur ma biographie. Voilà. Et sur ta maintenant, je suis là, biographie, devant vous. Voilà. voilà. Donc si vous n'avez pas de questions, on peut commencer avec l'histoire du Metaverse. Metaverse. Je vais en chier hein, pour dire soit l'un, soit l'autre, je vous préviens. Moi, Tu veux que j'ai je te pas dise, forcément de tu veux que je te questions, dise mais comment on dit? Tu veux vas-y. que je te dise comment on prononce? Ouais, Euh, En français, il faudrait dire métavers. ok. Métavers, méta avec un accent sur le premier et un S à la fin, comme univers. Si tu le dis à l'américaine, ça devient metaverse avec un E à la fin et pas d'accent parce qu'il n'y en a pas. Du coup, si tu veux te la péter, tu dis metaverse. Si tu veux être franco-français, tu dis métavers. Et si tu veux être entre les deux, tu fais métaverse. Il n'y a pas Et de mauvaise prononciation. D'accord. non, non. Il n'y a que les Québécois et l'Académie française qui va te dire c'est pas comme ça qu'on dit. Ça va. Ça dégnaque. Moi, Ok. j'aurais des questions juste avant que tu présentes un peu Vas-y. ce que c'est la définition du métaverse. C'est Ça marche. qu'est-ce qui te. Enfin, si je comprends bien, tu es un peu baigné dans cet écosystème un peu de tout ce qui est interaction depuis que tu travailles. Mais qu'est-ce qui est-ce que tu as voulu faire ça dès le départ ou c'est tombé par hasard en fait tu as fait ça par hasard et du coup, tu as aimé ce domaine et tu as envie de vraiment continuer de plonger là-dedans? Bah, alors, je suis un fils de l'univers cyberpunk des années 80. Matrix, je l'ai vraiment pris quand j'avais conscience du monde et pas quand j'étais un petit enfant. Donc, et d'autres films entre Existence, où c'est des gens qui se branchent avec des trucs un peu biologiques dans le corps. Euh, donc, j'étais toujours intéressé par la partie immersion virtuelle et réalité augmentée. Ça a toujours été quelque chose. Et j'ai eu la chance, en fait, qu'à Octo, on m'ouvre cette porte et qu'on me donne du temps pour explorer ce cas d'usage. Il y a beaucoup de boîtes qui permettent aux gens de faire un peu de R&D. Des fois, c'est vraiment pas beaucoup, des fois, c'est beaucoup. Et à Octo, on m'a laissé la chance de tester en créant une équipe, donc des gens passionnés par ces technologies ou ces cas d'usage. Et on nous a dit, bah, explorez, ramenez un peu d'argent quand même, c'est nécessaire pour survivre, mais sur votre temps hors mission, hors projet,
vous pouvez quand même passer du temps à investiguer. Si à la fin, vous produisez un article, une conférence sur le sujet, au moins, ça fait communiquer sur cette innovation et sur le fait que l'employeur est porteur de l'innovation. Du coup, j'ai toujours été intéressé et c'est presque un coup de peau. Ouais, et le vrai coup de peau, en fait, c'est que Kinect, ça vient de Microsoft et du coup, c'était du C# derrière. Mm. Et du coup, quand on m'a dit, tiens, c'était un collègue qui m'a dit, hey, j'ai un Kinect sur ma Xbox, je ne l'utilise pas, est-ce que tu veux faire un truc avec? Je lui ai piqué sa Kinect, je l'ai branché à mon PC et j'ai pu m'amuser tout de suite. J'aurais été sur Mac à l'époque, j'aurais rien pu faire. J'étais sur PC, j'étais déjà développeur C#, j'ai branché, il y a des drivers qui sont installés tout seuls et j'ai pu bosser quelques jours après dessus. Et ça a ouvert une porte. J'aurais été sur Mac, j'aurais été bloqué. C'est parce que Mac, c'est mal, tu vois. Euh, je me sens tout seul. Tu bosses chez Octo, tu bosses chez Microsoft. Là, j'ai pas mis, j'ai une veste brandée Microsoft, si tu veux, C'est pour sur ça. mes goodies. Mais voilà, et du coup, le fait d'avoir eu cette bulle d'opportunité, ça m'a permis de réaliser concrètement, de réaliser une partie de ma passion qui était tester des nouvelles interfaces. J'ai bossé avec des bracelets qui se branchent sur l'avant-bras, qui détectent les mouvements de l'avant-bras pour pouvoir contrôler des interfaces par le geste, des eye trackers qui vont permettre pareil, de contrôler le curseur de la souris avec les yeux ou juste de détecter où la personne est concentrée. Des casques d'interface cérébrale qui permettent de détecter des émotions ou des intentions. Tout ça, ça m'a toujours intéressé. Et, suivant le niveau de maturité de la technologie, on peut se permettre d'essayer de l'inclure dans des projets clients Ouais. ou au moins sur du temps de recherche. Après, Yes. si on veut vraiment faire de la recherche de bout en bout, de bout en bout, complète à temps plein, il faut aller dans un laboratoire plus de recherche, dans une équipe très orientée innovation. Mais voilà, j'ai eu la chance de pouvoir en faire le minimum qui me suffisait pour avoir du plaisir dessus et toujours l'orienter besoin client. Trop bien. Et on a une Et question voilà. de Jean-Yves que tu connais bien, normalement, Oui. un ex-Octo, Ok. qui te dit du coup, y a-t-il encore de l'actu sur le sujet chez Microsoft? Parce que la Xbox, elle a plus de Kinect, elle a pas de casque VR, donc on a l'impression que ça a été abandonné, ça, pour le grand public. Mais est-ce que à côté de ça, ils bossent il y avait à un moment donné ce casque-là, j'ai oublié comment il s'appelle, mais il y Des avait. Lenovo et d'autres casques. Ouais, mais même chez Microsoft, ils avaient fait un HoloLens, je crois, c'est ça? Ouais, ils font encore, Ah, ils t'inquiète font pas. encore. Donc c'est ça Est-ce que c'est Alors, ça, du il coup, y a plusieurs l'actu? trucs. Par exemple, Kinect, c'était grand public. Ça a marché plus ou moins comme une Wii U. Ça a été très bien vendu au début. Ça a marché voilà, comme outil de gaming, casual gaming. Mais bon, ça a atteint un plafond. Et puis, quand tu branches un PC, c'est limité aux gens qui peuvent se permettre de brancher une caméra en plus sur leur PC. Et ça fait du calcul intensif en plus. Donc voilà, ça a saturé son petit marché. Mais Microsoft a investi sur la partie réalité mixte avec HoloLens, justement. HoloLens, c'est un casque transparent. C'est un écran en verre qui est devant les yeux, un écran transparent. Donc, je vois toujours le monde réel et par-dessus, on me rajoute des infos, des informations numériques, des pseudo-hologrammes, d'où le nom HoloLens. Il y a eu HoloLens 1, il y a quelques années, il y a eu HoloLens 2. Donc, ça continue à se vendre, mais ça reste très industriel. HoloLens 2, il coûte 4 000 €. Donc, ce n'est pas pour le grand public, c'est pour les entreprises qui veulent équiper des techniciens sur un chantier et qui doivent être sûrs d'avoir l'assistance en temps réel sur leur casque afin d'éviter de casser le matériel ou de se faire mal. En parallèle, le Kinect, il y a eu ce qu'ils ont appelé Azure Kinect. C'est le même appareil que le Kinect Xbox, mais vachement réduit, avec une possibilité de streaming sur le cloud pour faire de l'analyse de données en temps réel. Pardon. Pour détecter des défauts. Par exemple, j'ai cette caméra qui va filmer une chaîne de production et ça va me dire attention, il y a quelqu'un qui passe au mauvais endroit près des machineries ou il y a un défaut de fabrication sur les objets. Principalement, c'est une caméra couleur et une caméra infrarouge avec un traitement qui peut être soit très on the edge, donc très près du device avec un ordinateur, un Raspberry ou un NUC, ou streamer sur le cloud. Donc ça continue, mais c'est pas grand public. Ok. C'est comme les Google Glass il y a quelques années, donc qui étaient Ouais. des lunettes faites par Google, qui étaient juste un écran en verre sur un coin du champ de vision. Ils ont essayé de le commercialiser pour le grand public à 1 500 €. Ça n'a pas pris. Par contre, ils continuent. Ils ont les Google Glass entreprises. Et donc, des techniciens terrain
ont pareil cette lunette qui va leur permettre d'accéder à des procédures en temps réel dans leur champ de vision en mode main libre. Si je veux parler aux lunettes pour lui dire mets-moi la procédure 495 de réparation, ça va s'afficher et je vais pouvoir interagir en gardant ma perceuse dans la main ou en ayant des gants de protection. Du coup, Vincent, j'ai une question. Du coup, ça veut dire que, enfin, est-ce que tu considères que la Kinect, c'est un peu les prémices du métaverse Ah, ou c'est autre chose? Je dirais que c'est les prémices d'une interface orientée corps humain. Orientée corps humain et orientée détection du monde. Donc c'est vraiment la Kinect, c'est un œil. C'est si les appareils seraient des sens, la Kinect c'était des yeux et des oreilles. Le son était spatialisé, ça permettait de détecter aussi qui parlait dans une pièce, dans un champ un spectre de je sais pas, plus de 100 degrés. Ça permettait de savoir d'où venait la personne qui parlait. Donc si on était des joueurs, on pouvait crier, savoir qui criait le plus fort, par exemple. Mais c'était juste un sensor, un capteur qui permettait de rendre l'ordinateur un peu plus intelligent ou un peu plus aware à l'écoute du monde. Et maintenant, ces trucs-là, bah, dans un iPhone, il y a un capteur infrarouge. Tu peux scanner des objets de ton salon. Demain, tu vas dans la rue, tu vois une fleur super jolie, tu la prends en photo en 3D et l'ordinateur a capté ça. Et si tu veux scanner une pièce, tu peux la scanner. Tu veux scanner des gens, tu peux. Tu peux te faire ton avatar réaliste, un peu comme ce que j'ai montré tout à l'heure durant la démo. Et s'il n'y avait pas eu de Kinect, il n'y aurait pas eu ça. Pourquoi? Attention, préparez-vous. Kinect, le premier Kinect, c'était une entreprise qui s'appelait PrimeSense qui l'a développé. Donc Microsoft avait sous-traité le développement de l'algo et des capteurs à l'intérieur du premier Kinect. Et cette boîte a été rachetée par Apple. PrimeSense a été racheté par Apple. Du coup, Microsoft, en faisant le Kinect pour la Xbox One, le Kinect Super d'après, ils ont tout refait à la main pour ne pas dépendre d'une startup tierce qui avait été rachetée par Apple. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, dans les iPhones, bah, il y a des capteurs infrarouges qui permettent de rendre le téléphone plus précis sur la captation des volumes. Mais en soi, ça ne sert à rien si on n'a pas le bon cas d'usage. C'est un sens en plus pour la machine. Donc, on va dire que c'est des prémices sur des interfaces plus intelligentes. ok. Je trouve ça Clarisse, encore. est-ce que tu as des questions par rapport à ce que vient de dire Euh, Vincent? ouais, moi j'ai déjà entendu parler par exemple du terme de multivers. Ouais. Euh, Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est quoi la différence, clairement? Multivers, en fait, ça vient plutôt du monde du cinéma, au cinéma ou de la BD, du comics avec notamment Marvel, qui a la notion de plusieurs univers parallèles avec des versions de soi-même différentes dans les différents univers, donc des réalités alternatives. Et il y avait une chance sur deux que le métaverse s'appelle multivers, parce que c'est un monde alternatif dans lequel on a une identité qui peut nous être propre et on peut être différent. Mais je veux bien revenir sur la définition de métaverse, justement, Ouais. on en parlait au début. Et d'où vient le terme métaverse? Euh, le terme, il a 30 ans, quasiment mois pour mois, il a 30 ans. Il a été créé par Neil Stephenson, qui est un auteur de science-fiction, en 92. En 1992, il a inventé le terme métaverse pour parler d'une interface bio-intégrée ou de casques de réalité virtuelle ou augmentée pour voir et habiter un monde virtuel dans lequel on pourrait avoir des loisirs, travailler et interagir avec d'autres gens. C'était ça. Si vous lisez le livre qui s'appelle Snow Crash ou Samouraï virtuel en français, ça parle de metaverse. Et c'est un peu la définition qu'on essaie d'avoir aujourd'hui de metaverse. C'est très orienté immersion et entertainment et vie au quotidien dans ce monde parallèle. Et après, on n'a plus du tout entendu parler du terme metaverse jusqu'à il y a un an. Voilà, un an pile poil. Il y a Facebook qui dit je me renomme en Meta Mhm. et je veux être l'acteur du metaverse. Alors là, tous les gens, ils ont pris leur bouquin, ils ont dit metaverse, c'est quoi? Ah, c'est le truc du vieux bouquin. Ok. Ah, mais en fait, c'est quoi? C'est de la VR? Eh, mais on faisait déjà du metaverse avant, en fait. Du coup, Second Life, qui est une plateforme de VR d'il y a 20 ans, ils ont dit, ben, nous aussi, on faisait du metaverse. Fortnite, qui est un jeu vidéo, pas forcément immersif, mais c'est un jeu vidéo social, où les gens se donnent rendez-vous pour passer du temps dedans, avec une économie qui lui est propre. C'est une forme de metaverse. Donc, on est aussi metaverse. Du coup, tous les acteurs des dernières années ont dit, mais moi aussi, je suis metaverse.
Ouais. Mais Facebook a un peu préempté le terme méta en se renommant. Et le truc marrant, c'est Apple, pour l'instant, ils ne sont pas positionnés, ils n'ont pas fait d'annonce. On sait qu'ils vont sortir un casque de réalité augmentée, réalité virtuelle, quelque chose dans le genre, dans les prochains mois. Mais ils vont sûrement pas dire le terme metaverse. Mais Apple peut pas récupérer un terme trop banalisé. Donc, ils vont sûrement appeler ça Apple Reality. Et comme ils sont pas sur les réseaux sociaux, ce sera plutôt voilà, un moyen de consommation de médias, de contenu numérique, de vidéos, d'entertainment, un Siri en réalité augmentée dans mon champ de vision. On ne sait pas encore ce qu'il y aura, mais voilà. Donc le terme n'est pas nouveau. Il a juste été super actualisé et pas forcément redéfini. Là, Dorian, si tu veux partager mon écran, j'ai prévu des slides aussi, je suis désolé. Donc la définition officielle de Metaverse, c'est venant du bouquin, c'est un monde virtuel immersif et persistant, accessible à l'aide de terminaux variés. Donc il y a le mot immersif et persistant. Persistant, ça veut dire que c'est un monde où il se passe des choses. Il y a des événements à un instant T, et si on n'y va pas, ben, on a raté quelque chose. Ça s'appelle un MMORPG. Ouais, C'est un clairement. monde multijoueur persistant. Il faut y être, sinon on rate un truc. Donc, entre pas forcément LOL, mais entre d'autres plateformes immersives, ou pas immersives, mais multijoueurs, ou même Fortnite, ou Roblox, ou Minecraft, on est quand même dans une définition de metaverse. Le Gartner, qui est un cabinet d'analystes, dit c'est un espace collectif. On retrouve le côté à plusieurs, virtuel et ouvert, créé avec la convergence du physique et du digital. Donc, ils ont tout dit et rien dit. Accenture, donc la maison mère de Octo Technologies, dit c'est une évolution d'Internet. Voilà, c'est encore plus fort. C'est une évolution de l'Internet qui permet d'aller au-delà de la navigation simple et de pouvoir habiter et participer dans ce monde qui est des expériences partagées, persistantes, avec de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle. Toujours le truc très large sur le spectre des possibilités. Et quand on dit évolution de l'Internet, vous avez peut-être entendu parler du terme Web3. Le Web 3, c'est l'évolution d'Internet. C'est un Internet ultra décentralisé, potentiellement avec de la blockchain, où voilà, il va se passer une révolution sur Internet. Ça fait plusieurs années qu'on est sur le vieil Internet. Il faudrait que ça passe à autre chose, notamment sur le fait que les premiers Internets, c'est bizarre de dire comme ça, les premiers Internets, le Web 1, le premier Internet, c'était un truc très... il y a des sites web et c'est statique. Les gens ont créé du contenu, les gens, c'est des entreprises, on a nos emails, mais voilà, c'est l'Internet de la data où on parle beaucoup de stockage. On a des gigas, des mégas, des terras qu'on peut consommer un peu n'importe où quand même. Le mobile a émergé, là, l'information est là. Le Web 2, c'est l'émergence du crowdsourcing des réseaux sociaux. C'est que n'importe qui peut créer du contenu. Le Web 2.0, c'est le truc devient plus dynamique. Il y a des forums, il y a des réseaux sociaux, il y a même du Uber. Uber, c'est le fait que les gens puissent contribuer. On évite certains intermédiaires qui sont les GAFAM, notamment les gros éditeurs. Et donc, ça reste comme très centralisé par les grosses entreprises. Mais voilà, l'utilisateur est utilisé. C'est ça qui est bizarre. C'est le user-generated content. Donc, l'utilisateur est utilisé. Donc, on va appeler ça Internet of People, Internet of Things, avec les objets qui sont connectés entre eux et avec nous. Toutes les smartwatches, smart fridge, smart city, smart home, ça fait partie de ce Web 2 où tout est plus connecté. Et l'idée, c'est d'avoir un Web 3. Alors, on ne dit pas Web 3.0. Web 3.0, c'est l'évolution du protocole, comme on a eu du HTTP, du HTML et autres. Web 3.0 serait plutôt évolution des protocoles d'interaction et de UI. Mais Web 3, c'est plutôt se dire Internet décentralisé avec du metaverse, quelle que soit la définition de metaverse. C'est ça qui est marrant. Des NFT, une économie, et le fait que les gens puissent savoir qu'est-ce qu'ils ont créé et qu'ils puissent être rétribués pour leur création. Avec toute cette traçabilité liée à la blockchain, où on sait à qui appartient la donnée. Et si j'ai ma donnée et que je veux changer de réseau social, je peux emmener ma donnée d'un réseau à l'autre. Tous mes posts Facebook, pourquoi ils ne seraient liés qu'à mon compte et pas à moi? Et si je veux changer de réseau social et aller sur TikTok, pourquoi pas retrouver mes posts et mon audience
et mes utilisateurs, mes habitudes d'un réseau à l'autre, En en fait, faisant que ces données m'appartiennent. Ouais, vas-y. ouais, j'étais en train de me dire, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à faire dans le monde réel, on essaye de le faire ailleurs, quoi. Ah oui, oui. En fait, c'est ça. C'est ça. Et en essayant de gagner un peu d'argent. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une notion d'économie à chaque fois. Ah ouais. Et Et finalement, les voilà, NFT, les NFT, on parle de blockchain. À chaque fois qu'on parle d'un métavers, on a l'impression que derrière, il y a. Par exemple, si je reprends Fortnite, il y a une notion d'argent aussi, je crois, dedans. World of Warcraft, c'était pareil. Grosse économie. Et j'ai l'impression que quand même, la ils finalité, créent le bah, c'est comme monde d'hab. avec. Ouais, Voilà, c'est ouais. ça. C'est ultra business, en fait. Et là où ils ont C'est été malins chez Facebook, c'est de prendre, de s'approprier un peu le truc, quoi. mm, Mais c'est pas n'importe qui quand même, c'est une économie assez incroyable. Et donc, bah, forcément, ils vont vouloir encore plus de choses, quoi. ouais. Mmh. Le truc des NFT, c'est quand même c'est basé sur la blockchain et c'est le fait de pouvoir euh, tracer un propriétaire, un objet numérique et de lui donner une valeur. Et dès que tu peux donner une valeur qui est appuyée sur rien, ça devient un objet collector, Mm. tu peux faire de la spéculation. Et du coup, le gros truc du NFT là, de l'année qui vient de s'écouler, c'est faire de la spéculation sur des objets numériques à base de NFT. C'est cool, mais ça ne sert pas à grand-chose. Les collecteurs, les gens qui font des collectionneurs, il n'y en a pas beaucoup. Et tout le monde n'est pas prêt à s'acheter un sac à main Gucci virtuel à 20 000 balles. Plus cher que le vrai sac à main. Même les, les mini-autoprix. Sauf s'il te sert dans un espace et qui te donne accès à deux, trois trucs. C'est ce qu'on voit avec les apps comme Steppen. Exactement. C'est ce qu'on voit avec un. Je sais plus trop quoi, c'était une app. Il Je y crois que c'est a, la FIFA qui a fait un truc ou avec il y a Sorare. comme ça. Ouais, voilà, C'est Sorare. C'est voilà. ça. Voilà, Et là c'est un. il y a Vas-y, une vas-y. économie qui peut se créer avec des nouveaux produits. On peut réinventer la carte de fidélité avec la blockchain. Mais bon, une base de données, ça marche bien aussi avec, pour faire une carte de fidélité. Mais quand c'est stocké dans une blockchain publique, parce qu'une blockchain privatisée ou privée, c'est un peu antinomique. On veut une blockchain pour être ouvert et interconnectable, et puis en fait, je l'ai que pour une entreprise. C'est pas une blockchain, c'est une base de données, quoi. Et elle est décentralisée sur 4 serveurs, c'est pas top. Sorare, il y a toute une économie effectivement qui est créée, mais qui est nécessaire, qui fait partie du jeu, on va dire, de la plateforme. Tu fais des paris sur des résultats sportifs de jeux de foot virtuels, sur des performances d'équipe que tu te conçois toi-même. Donc c'est intéressant. Ça réinvente un peu la collection des cartes Panini aussi qu'on avait à l'époque, ou les cartes Pokémon, ou même le jeu Pokémon. Euh, à voir à quel moment la blockchain est nécessaire pour aller au-delà de la spéculation. Parce que la spéculation, c'est très volatile. Là, tout ce qui s'est acheté en NFT a perdu de la valeur ces derniers mois, pardon, quand les gens se sont rendus compte que une fois que tu as revendu ton truc deux fois, il n'y a pas d'acheteur ultime qui veut remettre plus d'argent. Ouais. C'est bon, la carte, elle a pris son prix maximal et c'est fini. Le Gartner, ils ont une courbe qui s'appelle la courbe de la hype. Et en gros, quand un truc est nouveau, il y a une phase d'adoption un peu excessive avec des attentes démesurées. Et après, ça se casse la gueule, c'est la désillusion, et ça reprend un peu de productivité. C'est le plateau de productivité ou la phase d'enlightenment, de compréhension du cas d'usage. Et souvent, il y a un gros décalage entre le pic maximal de on est fou, faut y aller, on est fou, faut y aller, et le truc où on a compris le cas d'usage. Et les NFT, ça a fait ça en moins d'un an. C'est on y va à fond, on n'a pas compris à quoi ça sert, mais on va faire des trucs avec. Ça, c'est donc la spéculation. Et puis là, ça s'est cassé la gueule. Et puis maintenant, on se dit, mais en fait, les NFT, ça permet de faire de la traçabilité entre des objets, de savoir qui est le propriétaire. Et la partie valorisation, c'était peut-être pas ultra nécessaire de faire monter les prix à 1 million pour un objet qui n'existe pas physiquement. Et du Euh, coup, si on devait placer le métaverse dans ta courbe, on serait où environ? on est encore sur la phase, on ne sait pas ce qu'on fait, mais on y va à fond. Ok. Il y a, il y a un truc de ouf, c'est ce qu'on appelle le FOMO. Le FOMO, c'est le Fear of Missing Out. C'est la peur de rater le coche. Mmh. Et là, les boîtes, elles sont à fond dedans en se disant ah, il y a Carrefour qui a fait un truc dans le metaverse, moi aussi, il faut que je fasse un truc. Et si vous regardez tous les communiqués de presse à propos du metaverse, c'est souvent machin, donc l'entreprise est le premier acteur de son secteur à faire quelque chose dans le metaverse. Il a acheté un terrain à 10 000 balles
ils ne savent pas ce qu'ils vont en faire, mais ça permet d'explorer le cas d'usage. Mais Et c'est souvent... ouais, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que, bon, ok, du coup, ils achètent un truc, mais tu vois, nous, on a un public de dev. Demain, on part en mission, je sais pas, avec Octo sur du métaverse. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Clarisse et Mathieu, mais moi, j'ai aucune idée de par où attaquer le truc, quoi. Ça se code comment comment on crée un métaverse? Est-ce qu'il est accessible au public? C'est privé? Là, tu vois, Carrefour, c'est un très bon exemple. Ils ont acheté un terrain, mais en fait, mais où? Via quoi? Est-ce qu'ils ont créé une plateforme et ils se sont auto-acheté un terrain, ce qui est complètement chelou en vrai. Tu vois, je vois bien toi, l'appartement que tu as présenté tout à l'heure, tu l'as pris sur étagère, si j'ai bien compris, c'est une application que tu peux installer, etc. Mais derrière, comment ça se passe? Comment c'est développé? J'ai du mal Alors, à me représenter ce truc-là. alors, juste avant de comment ça se code, c'est à quoi ça sert. Oui, Et pour l'instant, là, dans la courbe, on est sur, on ne sait pas trop à quoi ça sert, ou on reprend des anciennes habitudes et on les brande metaverse. ok, Euh, Par exemple, hop, est-ce que j'ai le truc juste avant? Je vais essayer de le retrouver. Là, actuellement, ils font des réunions dans le metaverse. Un peu comme ce que j'ai fait au début. Il y a des comex qui se retrouvent dans le metaverse et qui font des réunions. Ok, c'est un Teams un peu amélioré parce que moi, ce que j'aime bien, là, on est 4 à parler. ouais. Il y a une personne qui parle à la fois à plusieurs reprises avec Dorian ou avec Clarisse. On s'est un peu interrompu. On est obligé de s'attendre pour parler. Mais si moi, je veux rigoler parce que Dorian t'a dit un truc bizarre et je veux me tourner vers Mathieu et lui faire une blague, en Teams ou en Meet, c'est pas possible. Dans le metaverse, bah, il y a quelqu'un qui parle, bah, il peut parler, ça ne m'empêche pas de me tourner vers quelqu'un, de lui faire un coup de coude virtuel et de lui raconter une connerie, une bêtise, pardon. Ou de rigoler, ou d'interagir, et d'avoir une interaction un peu informelle. Le son est Mais du coup, spatialisé, donc ça ne va pas déranger la personne qui est virtuellement à 3 mètres à 3 mètres de moi. Et on peut s'éloigner un petit peu, parler, revenir dans le truc, alors que dans un Teams ou un Meet, c'est pas possible. Donc ça rajoute quelque chose quand même sur l'interaction ouais. informelle, la collaboration. Ils font passer des entretiens d'embauche en VR. Ça, c'est Carrefour qui a fait ça il y a quelques mois. Faut voir ce que ça apporte quand même, parce qu'au bout d'un moment, tu te retrouves en tête à tête avec un avatar qui ne ressemble pas à la personne, donc ça ne sert à rien. Là, en l'occurrence, ce qu'ils ont fait, c'était ils ont rassemblé les candidats dans une salle virtuelle et il y a eu le patron qui a fait un discours. OK, il y a le patron qui parle et puis il y a les avatars qui peuvent applaudir. Ça avait un peu d'intérêt. Mais au bout d'un moment, quand c'est un candidat, tu veux le parler, lui regarder Mm. dans les yeux et avoir tout le body language et l'expressivité nécessaire pour évaluer quelqu'un. Et l'autre truc que les gens font, c'est on achète un terrain et on va faire un magasin virtuel. Et là, c'est ce qui s'est passé. Samsung, ils ont acheté un terrain, je crois, sur Decentraland ou Sandbox, qui sont deux plateformes dont je parlerai tout à l'heure. Ils ont acheté un terrain, ils ont mis des pubs pour les nouveaux téléphones, les nouvelles télés. Et ben, ils ont eu le droit à une manifestation virtuelle. Il y a des gens avec leur avatar, ils sont allés, ils sont mis devant le magasin avec des pancartes virtuelles en disant arrêtez de nous mettre des pubs dans notre metaverse. En mode c'est le nouveau continent, c'est l'Eldorado, c'est les Indiens. Là, les Indiens, ils sont tranquillement autour de leur feu de camp et tu as des conquistadors qui viennent et qui leur disent on vous déglingue et on récupère l'or qui est dans les terrains. Et les mecs font bah non, ne tuez pas, laissez-nous tranquilles, quoi. Et ben, c'est un peu ça. Les metaverses actuels, c'est des lieux où il y avait déjà des gens il y a 5 ans, il y a 10 ans, et les marques, elles se disent hey, ça vaut le coup d'envahir et de mettre des pubs dans la gueule des gens, dans le visage, dans le champ de vision des gens. Donc ça veut Euh, dire que si on les trouve, on peut rentrer dedans, c'est ça que tu es en train de dire ouais, ou... Ouais. ouais. Je finis sur un cas d'usage de banaliser. Mm. Carrefour, encore, ils ont dit on fait une expérience ludique metaverse, on peut surfer sur une éponge comme Monsieur Propre et gagner des points. Ok. Euh, donc, OK. Et tu gagnes des points et à la fin, tu as un vrai coupon de réduction pour acheter des produits Monsieur Propre. C'est cool, mais ça ressemble beaucoup aux jeux en flash pour les plus vieux Mm. qu'il y avait dans le navigateur. Ah là, c'était pas en flash, c'était sur, je ne sais plus s'ils l'ont fait sur Roblox ou ailleurs, sur une autre plateforme de jeu, mais bon, ils ont fait un jeu vidéo, quoi, un mini-jeu. Vraiment le terme mini-jeu. C'est pas une expérience metaverse, Mm. c'est un mini-jeu. Donc, intuitivement, plutôt instinctivement, les marques ont tendance à réutiliser ce qu'elles savent déjà faire parce que c'est facile et c'est rapide et ça permet de faire un communiqué de presse. Ensuite, se dire mais qu'est-ce que les gens veulent et surtout comment on le fait, comment on industrialise ça.
Tu me posais la question de comment ça se code. Ouais. En fait, actuellement, il y a peut-être une cinquantaine de plateformes qui s'appellent Metaverse, avec tous différents niveaux de granularité. Tu as des Metaverse qui sont très sociaux, par exemple. J'ai des slides pour tout, vous inquiétez pas. J'ai 50 slides. À chaque phrase, je vais sortir un nouveau slide. J'ai tout prévu. Il a tout prévu. En fait, j'ai exploré le multivers avec toutes les possibilités. J'ai fait à la Doctor Strange. J'ai exploré les 14 millions de possibilités et j'ai trouvé la possibilité de slide qui répond à la question. Il y a des métaverses très sociaux. Le but, c'est d'être là pour être avec des gens. Le but, c'est les people. Donc, Facebook, ils ont leur plateforme qui s'appelle Horizon World ou Horizon Workroom pour les entreprises. Microsoft, ils ont Altspace, qui est aussi un monde VR qui marche sur le fameux MetaQuest. Donc, Microsoft n'a pas de casque, mais ils ont un lieu virtuel où les gens peuvent se rencontrer. Tu installes une application qui s'appelle Horizon ou qui s'appelle Altspace ou VR Chat, et tu mets ton casque, tu te connectes avec ton compte, et tu as ton avatar que tu customises, et tu vas pouvoir interagir avec des gens. Je fais une aparté sur Altspace. Ça va être connecté à Mesh. Et Mesh, c'est une plateforme techno qui va relier Altspace à Teams. C'est le mesh de Microsoft. Pas le Mesh d'il y a 20 ans, attention. Ah ouais, d'accord. Putain, ils sont chiants quand même. Mais c'est Microsoft quand même? Oui. Mais ils peuvent pas trouver un autre nom. Non, ils avaient le copyright sur un nom, ils gardent le nom. Ok. Donc, c'est pas Mesh, l'outil de stockage sur le cloud, machin. T'es ultra connecté à tout, la Terre entière, machin et tout. Voilà. Non, c'était pas ça. Ok. Et Mesh, c'est le fait de pouvoir interconnecter Teams et d'autres mondes virtuels, grosso modo. Et du coup, ils vont faire l'annonce peut-être aujourd'hui ou demain à la conférence Microsoft Ignite. Attention, avant-première du coup là. Non, parce que je dis ce qui est officiel et je dis pas ce que je connais sous NDA. Mais bon, ça je l'ai pas eu. Il y aura sûrement des annonces que je ne connais pas sur Mesh. Mesh, ça va permettre de faire que là, par exemple, tout de suite, j'ai pas envie de montrer ma caméra, je veux montrer un avatar. J'aurai un avatar à la place de mon flux vidéo. Si j'ai un casque, vous verrez aussi mon avatar et je pourrais faire apparaître les étagères de cookies directement. Et vous êtes en Teams, moi je suis en immersion et je vois vos flux vidéo autour de moi dans cette salle virtuelle. Et il y aura plus de collaboration qu'on va appeler asymétrique. Donc, il y aura ceux qui sont en Teams normal caméra, ceux qui sont en Teams avatarisés parce qu'ils ne veulent pas montrer leur tête, parce qu'ils ne sont pas coiffés, par exemple, ils ne sont pas habillés, ou parce que tout simplement, pour des raisons d'expression de genre et de soi, je suis un homme, mais j'ai envie de faire une transition de genre dans quelques mois. Je peux faire que mon avatar ait déjà fait la transition. Et je m'exprime mieux avec mon nouvel avatar. Et il y aura ceux qui sont aussi en immersion. Donc voilà, j'ai fait une petite aparté de Mesh et sur l'identité. Mais voilà, accrochez-vous. Il y a du Mesh qui va être connecté aux applications VR pour que Teams et Mesh Teams et la VR soient plus connectés. Donc ça, c'est les métaverses plutôt sociaux où on est pour des gens. On est là pour des gens. Il y a les métaverses plutôt blockchain, orientés, on va dire, blockchain, Web3, NFT, Decentraland, CryptoVoxel, et il y en a plein d'autres. Sorare, on pourrait le mettre un peu dedans, même si c'est en bridge avec l'entertainment. Donc voilà, orienté très Web3 et blockchain, décentralisation. Il y a ceux qui viennent du monde de l'entertainment, Fortnite, Roblox, Minecraft, c'est de l'entertainment. Sandbox, c'est un peu à l'intermédiaire, c'est une appli de jeu qui est décentralisée, qui a sa propre crypto-monnaie, donc des sands qui permettent d'acheter des éléments visuels pour nos avatars. Et il y a le Metaverse Entreprise, qui est là, en fait, on reprend les sujets d'il y a 2 ans, 10 ans, qui sont la formation en réalité virtuelle, qui marche déjà. Former des gens en réalité virtuelle pour apprendre des gestes métiers, ça se fait déjà. Maintenant, il faut dire que c'est du Metaverse Training ou Metaverse Learning. Il y a la réalité augmentée, notamment via les HoloLens. Il y a du jumeau numérique, le Digital Twin. C'est le fait d'avoir mon entreprise qui est stockée quelque part, pas forcément en tant qu'objet 3D, mais que les flux d'informations de mon ERP, de mon CRM soient stockés. Le fait que mes employés soient sur un endroit ou un autre, qui sont en train de travailler sur un objet ou un autre, ça doit être stocké pour pouvoir mieux gérer l'entreprise. Et si on a des vues 3D, des jumeaux numériques, pour faire de l'inspection à distance, ça marche aussi. Donc, Metaverse Entreprise, c'est les vieux sujets qui sont renommés, on va dire,
Ouais. J'exagère un petit peu. Oui. Et on a ces 3 autres métaverses. Et du coup, tu parlais de multivers, Clarisse. On pourrait dire qu'on a des multivers de métaverses. Ça fait Mm. bizarre à dire, mais c'est des différents univers qui ne communiquent pas encore. Ça, vraiment, en fonction de à qui on parle, on voit ce biais de se dire, mais non, un vrai metaverse, c'est blockchain. Ah non, un vrai metaverse, c'est entertainment. Ah non, un vrai metaverse, c'est le lieu avec les gens. Et si vous regardez des communiqués de presse, vous verrez un peu les différentes façons dont les gens interprètent metaverse, parce qu'il n'y a pas eu de consensus sur la définition, à part sur des termes génériques en disant monde persistant à plusieurs avec un casque ou pas de casque. Du coup, tu viens de décrire Internet en disant ça. Ouais. Internet, hein, c'est un monde persistant. Twitter, c'est persistant, il se passe des trucs au quotidien, ultra connecté, partagé, ouais. Le seul truc qui manque, c'est que tu ne peux pas mettre ta tête dedans. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, il n'y a pas de consensus sur la définition. Mm. C'est pas forcément immersif, mais c'est mieux, c'est plus fun. C'est pas forcément blockchain, mais il y a une tendance qui va vers ça. C'est pas toujours entertainment, mais quand on s'amuse, c'est mieux aussi. Donc voilà. Ok. C'est les définitions du metaverse. Moi, du coup, j'avais une question pour revenir un peu sur le Web 1, Web 2, qui était du coup hyper open, libre d'accès, etc. Du coup, le Web 3, au final, je me dis du coup que ça va être un peu les GAFAM en fait qui vont avoir ce truc-là parce que c'est eux qui ont plus d'argent et pour mettre des devs dessus, etc. Du coup, même Dorian qui parlait un peu en fait, d'activité économique, on va pouvoir acheter des choses Ouais. dessus. En fait, ça veut dire que ça va être eux qui vont fixer les règles sur comment ça va se passer en fait au final. J'espère pas, parce que c'est vrai qu'il y a une schizophrénie dessus. C'est le Web 3 une des définitions natives, c'est on enlève les intermédiaires et je gère mes données tout seul et j'ai plus besoin des autres. Ça parle de souveraineté non gouvernementale, où il n'y a pas de souveraineté du tout. Ça parle de DAO, Decentralized Autonomous Organization, organisation décentralisée autonome, où tu donnes le pouvoir aux utilisateurs de voter. Tu pourrais te dire demain, à Octo par exemple, ou dans ton entreprise, tout passe par des votes des employés. Et le nombre de voix, ça peut dépendre de leur ancienneté, ça peut dépendre du nombre de NFT qu'ils ont achetés, et ça peut créer des biais sur le poids des gens. Et tout passe par des votes. On pouvait déjà faire des votes avant la blockchain, mais grâce au smart contract, c'est nativement dans la blockchain le fait de dire les gens ont des voix basées sur tel critère, et quand on pose un amendement, on propose une loi, les gens vont voter, on a directement le résultat sans avoir besoin de créer un truc compliqué et de faire juste un formulaire sur Google pour faire les votes. Là, c'est de base, tout est historisé. On sait que ça va pas être, il n'y aura pas d'usurpation d'identité, il n'y aura pas de triche, que les données sont potentiellement publiques si on a besoin d'investiguer. Et donc, dans la définition de Web3, Metaverse ouvert, on va dire, il ne devrait pas y avoir de GAFAM. Mais quand Microsoft ou Facebook dit on va investir sur le Web3 et on va fournir des outils pour le Web3, tu te dis bien que en fait, ils fournissent l'outillage. Potentiellement, tu as Macron derrière qui dit je veux un metaverse Dis souverain. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le Président, pardon. Le mari de Brigitte, quand il dit je veux une souveraineté française du metaverse et qu'on soit leader du metaverse. Et voilà, tu te dis, en fait, du coup, on aura notre propre metaverse en France ou notre propre Web3 en France, détenu par qui? Et puis les banques, elles disent oui, mais s'il y a de l'argent, il faut que ça soit taxé, il faut qu'il y ait des impôts. Et dans ce cas-là, il faut qu'on puisse inspecter les comptes des gens. Du coup, il faut qu'on soit dedans et il faut que cette blockchain soit certifiée, donc elle soit détenue et protégée par des entités de réglementation. On n'est plus dans la vision Et idyllique. imposable, by the way. Comment? Et imposable, by the way. Voilà, imposable. Et ça, c'est côté entreprise qui vont vouloir avoir la main dessus, mais même l'utilisateur. Ma grand-mère, tu lui dis, il y a un truc qui s'appelle Metaverse, machin, il faut voter dessus, il faut un crypto wallet pour s'inscrire. Elle va dire, je ne peux pas le faire avec mon compte BNP tout court déjà. Donc les gens aussi veulent la simplicité, et pour l'instant, la techno n'est pas simple.
La Decentraland, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est une plateforme de metaverse où tu peux acheter des terrains, acheter des avatars et autres et vivre des aventures dans des mini-jeux dedans. Il faut un crypto wallet. Si tu n'as pas d'Ethereum ou de Bitcoin, tu ne peux pas te connecter. Enfin, tu peux te connecter en guest et ton avatar, il est habillé en blanc. C'est pas très personnalisé. Du coup, c'est pas grand public. C'est pour les gros geeks, quoi, les investisseurs. Donc, un Web3 ultime, pour l'instant, on en est un petit peu loin parce que c'est pas accessible en termes de facilité d'accès, en termes de compréhension. Le crypto wallet, il te faut un crypto wallet. Pour ça, il faut un MetaMask et puis il faut envoyer sa carte d'identité en copie à telle boîte pour être sûr que tu ne fais pas du blanchiment d'argent. Ça devient compliqué, quoi. Pas très Et puis on te accessible. dit, et puis la monnaie en dessous, tu veux des DAI ou des, je sais plus quoi, d'autres monnaies. Je sais pas, moi, de quoi tu me parles. Je veux un compte pour jouer à un jeu, quoi. Donc, en théorie, ça devrait être ouvert, décentralisé, non détenu par des autorités centralisées. Par contre, le choix techno, de se dire la blockchain fournie par Microsoft ou la blockchain fournie par tel projet open source, elle est mieux. Ça, c'est plus un choix d'architecte et de développeur, de se dire c'est quoi la bonne brique techno. Après, où elle est hébergée, c'est aussi important. Et après, c'est par qui elle est détenue et qui la contrôle. Et en théorie, elle ne devrait pas être contrôlée par des tiers. En théorie. Moi, je me pose des questions aussi, c'est par rapport à l'écologie. Ouais. Voilà, Ah, donc mais- si tu fâches, Forcément. parce que voilà, donc tout est virtuel, donc ça demande des serveurs, etc. Et est-ce que ça. En plus, en ce moment, les enjeux écologiques, on est vraiment dedans. Ouais. Est-ce que ça pose problème avec l'écologie, ça? Pas du tout. Zéro problème, surtout sur l'écologie, parce qu'on va planter des éoliennes virtuelles dans le metaverse. Et du coup, si les avatars tournent les bras, ça fait du vent et ça rembourse l'électricité qui a été consommée. J'étais obligé de mettre ce petit son. Vous l'entendez pas, mais vous l'aurez au replay. Tous les hommes politiques qui brassent de l'air et hop, ils gagnent de l'argent. Non, effectivement, si on parle de metaverse responsable, avec le côté responsable qui est plus large que juste l'économie, c'est l'inclusion, la diversité, la durabilité de ce qu'on crée. Est-ce que c'est un truc jetable qui a consommé du gasoil et puis on n'en parle plus, ou est-ce que c'est sur le long terme? Est-ce que ça permet de meilleures conditions de travail? Est-ce que ça permet d'économiser sur d'autres postes de dégagement de CO2? Effectivement, là, on fait un Google Meet, ça économise le fait d'être allé à Octo en voiture ou autre. Mais si on est encore plus loin, ça éviterait un avion, de faire de passage en avion. En VR, la VR consomme un petit peu moins qu'un Meet. Là, un Meet, c'est 4 flux vidéo. Si je suis en VR, si on parle juste du débit, c'est juste ma voix et les coordonnées de quelques points de mon corps. Donc, on a au moins la voix qui est pareille, mais les 4 flux vidéo, on les fait sauter et c'est juste les coordonnées de mon avatar qui se déplacent. Donc, c'est un peu plus écologique. Par contre, la fabrication d'un appareil en plus, J'allais le dire, ouais. là, on n'y est pas. Hein. C'est mon ordinateur, je le paye, il est branché, il y a l'électricité et tout. Déjà, il faut l'amortir. Cet appareil qui est obsolète dans un an potentiellement, va falloir le recycler. Et je pense que le meilleur moyen de le recycler, c'est de le mettre sur une étagère et de ne pas tenter de le recycler. Parce qu'il va finir dans une décharge, il va être brûlé pour récupérer quelques grammes de cuivre. Ça ne sera pas recyclable. La filière énergétique n'est pas bonne, la filière de recyclage n'est pas bonne. Je ne sais pas qui l'a fabriqué. Est-ce que l'enfant qui l'a fabriqué, il vient de quel pays? Je ne sais pas. Par contre, ils sont en train d'explorer justement avec des biomatériaux à base soit d'algues solidifiées, soit à base de coquilles d'huîtres ou je ne sais pas quoi, des nouveaux types de plastique qui ne viendraient pas du pétrole, qui seraient potentiellement moins impactants au niveau écologique sur la fabrication et sur le recyclage, ou tout simplement sur l'évacuation du produit. Mais n'empêche que l'appareil, à l'heure actuelle, c'est de l'électronique en plus de ce qu'on a déjà, donc c'est toujours en plus et ça consomme plus. Il faut le charger, il y a une batterie dedans au lithium, c'est pas génial. La 3D, c'est consommateur quand même. Là, l'appareil, il a une batterie qui dure 3-4 heures, on va dire 4 heures au meilleur des cas, mais ça veut dire que ça chauffe. Ça chauffe, il faut le charger.
c'est pas génial. Alors, l'électricité en France est assez verte, donc je peux recharger, mais une fois que j'ai flingué la batterie parce que je l'ai trop utilisée, ça sera pas bon. Le lieu, là, le penthouse parisien, c'est un objet 3D qui fait, je sais pas, 30, 40 mégaoctets. Il a été conçu par un graphiste qui a pris peut-être des photos, qui a dû voyager pour faire ce modèle 3D, qui a fait un objet qu'il a passé à un collègue, donc il a transféré 30 mégas au moins à un de ses collègues. Je pense que le truc à l'origine doit faire 100 mégas, voire 200 mégas. Et ça a été compressé pour faire que 30 mégas et être utilisable. Mais la version brute est beaucoup plus grosse. Il faut le stocker, il faut le partager avec les collègues. On fait des allers-retours. On n'a pas tous l'habitude de faire un Git, et encore sur Git, sur la partie gestion des sources. Les gros fichiers comme ça c'est des binaires. On ne fait pas de diff dessus. Donc, c'est un binaire qui est recopié 10 000 fois dans le repository et qui prend de la place, tout simplement. Il faut le stocker, il faut le traiter, il faut l'envoyer. Le PC du graphiste, c'est une grosse carte graphique avec un grand écran qui va ramer, qui va consommer 1000 watts régulièrement. Voilà. Le metaverse, c'est comme de la surconsommation. Du coup, la question, c'est comment on peut avoir un metaverse qui consomme moins à la création et qui est rentabilisé. Donc, et ça, on n'a pas les mesures, c'est par rapport à un voyage en avion, est-ce que mon metaverse et tout ce que j'ai mis en place pour avoir ce metaverse, c'est rentable? Et les mesures, elles ne sont pas tout à fait là parce qu'il y a différents scopes de est-ce que je mesure l'impact du device de fabrication, l'impact de livraison de device, la partie logicielle. Je sais pas, j'utilise Blender, c'est un outil 3D pour modéliser des objets 3D. Blender, qui c'est qui l'a créé? Est-ce qu'ils sont green dans leur façon de créer le logiciel, eux aussi? Parce que peut-être j'utilise un logiciel qui est pas bon au niveau écologique. Donc, toute la chaîne qu'on va appeler Green XR, Extended Reality ou Metaverse responsable, elle est très longue et on se pose tout juste les questions maintenant. Alors, ce que j'apprécie, ce que je kiffe, c'est qu'en fait, on se pose la question maintenant, alors que pour Internet et pour plein d'autres choses, on s'est posé les questions 10 ans après avoir construit le truc. Ouais, alors Mais ça peut se comprendre, parce qu'il y a une réalité quand même économique aussi à un moment donné. C'est que ça a ouais, rapporté énormément d'argent. Là, on a de l'abondance surtout. Enfin, si je diverge un peu, tu vois, on a de l'abondance surtout. Et là, on se dit, merde, peut-être qu'on allait un peu trop loin. Donc en fait, c'est pas déconnant là de ce coup-ci dire, bon, bah, on a tout ce qu'il nous faut pour vivre, on va dire. Sauf qu'on voit qu'il finalement, il ne reste plus grand-chose, qu'on a fait des conneries avant. Donc c'est peut-être pas mal de se poser les bonnes questions. non, c'est ça qui est Et bien. j'aime bien le trade-off que tu annonces en fait. C'est ok, on fait ça, ça va coûter écologiquement, mais peut-être qu'économiquement et écologiquement, ça va être plus bénéfice que de tous prendre un jet ou prendre, je sais pas quoi, un bateau qui consomme beaucoup. Je rappelle que le bateau est aussi très consommateur, avec les avions. Mais voilà, en fait, c'est compliqué à un moment donné de. Là, on va en faire un effort écologique, ça va coûter de l'argent, mais à un moment donné, si l'écologie fait perdre trop d'argent, on risque de se le prendre dans la face aussi à un moment donné. Donc c'est super délicat de trouver le bon curseur entre économie et écologie. Comme si nous, demain, on dit, bah voilà, on arrête de bosser avec des pollueurs, potentiellement. Alors nous, ou Capgemini, tu vois, par exemple, si Capgemini bosse pour une grosse boîte qui est dans la raffinerie, qui produit de l'essence ou quoi, donc qui pollue hein, actuellement, il se dit, bon bah nous, Mais on ils font arrête de grève, bosser ils avec polluent eux. moins parce qu'ils font grève. Comment? Ils polluent moins parce qu'ils font grève en ce moment. Ah, c'est Il n'y a vrai, plus de et c'est vrai. séparés. Mais bref, tu vois, on comprend vite que si on arrête de bosser avec eux, c'est comme un gros client potentiellement, qui peut avoir une part importante du chiffre d'affaires de la boîte de la boîte de service en question. Et bah, c'est compliqué en fait, parce que nous, les développeurs, il faut aussi Des qu'on mange. enjeux. Voilà, il y a des enjeux économiques, donc je trouve ça ultra tricky. Et là, je trouve qu'avec le métaverse, on se pose les bonnes questions maintenant. C'est ça C'est vraiment une sorte que de j'aime timing bien. où on se pose les questions au bon moment et aussi bien les nouvelles générations, les jeunes et les vieux se posent les questions. Et ce qui est très bien. Parce que moi, j'ai eu cette frayeur il y a quelques années en se disant, on va aller vers d'autres technos et jamais on se pose de questions. Ouais. Quand on essaie de nous vendre des Apple Watch à foison et encore plus d'écouteurs, encore plus de devices, encore plus de télé et autres, on ne se pose pas les questions. Ou les gens se posent des questions, mais bon, ils se disent, il faut gagner de l'argent d'abord. Finalement, Là, le la hype metaverse, coûte cher. c'est la hype. C'est la Ouais, hype. c'est Mais là, ça. la hype, elle est quand même
elle est regardée avec le côté de mais à quoi ça va servir? Et surtout, est-ce que ça rapporte quelque chose d'utile à l'humanité? Donc, et ça, c'est cool. Mon gosse se pose, il a 12 ans, il se pose des questions dessus, sur la responsabilité écologique notamment. Et c'est vachement bien que les jeunes y pensent et qu'ils se disent pas ah ouais, il y a de la 3D, j'y vais à fond un abruti, mais l'humain, il a quand même tendance à vouloir consommer. C'est une caractéristique forte de l'humain, c'est si je peux consommer, je consomme, si je peux accumuler, j'accumule. C'est limite, c'est l'écureuil dans l'âge de glace, quoi. Il voit une noisette, il essaie de la prendre, de la stocker, quitte à détruire la moitié de la calotte glaciaire. Mais c'est parce que on veut stocker. Si on peut l'avoir, on va le prendre. Si c'est pas cher et que même si c'est cher et que il y a une promo soi-disant dessus, on va le prendre. Un bout d'un moment, il faut s'arrêter. Et donc, il y a Tu as un abonnement Prime? Voilà. Ouais, il y a le côté minimaliste qui arrive, un peu à décroissance. Et voilà, on se pose les bonnes questions dans la plupart des cas maintenant, mais on se pose des questions, mais on passe pas forcément à l'action. Parce que quand même, pouvoir regarder un film de télé et se binge-watcher une série complète le soir, en streaming, c'est vachement bien quand même. Et si je peux prendre l'avion et regarder les mêmes films que j'ai téléchargés sur mon téléphone, c'est bien aussi, tu vois. Il y a le côté confort qui fait que la balance, des fois, elle pèse plus du côté bon, ça va quoi, ça passera. C'est que moi, je suis dans mon petit Moi, espace, voilà. personne me verra et Et puis ouais, bon, j'ai planté un arbre. Là, par exemple, Sandbox, qui est donc un éditeur de jeux vidéo Metaverse, ils disent que, je crois, 10% de leurs recettes est reversée à la plantation d'arbres. Ben, s'ils pouvaient peut-être consommer 10% de moins de gasoil, on va dire, avec leur plateforme, peut-être ce serait mieux, quoi. Au lieu de cramer une forêt pour en replanter une autre à côté, tu peux essayer de réduire. Bon, ça, c'est facile à dire. Je ne suis pas forcément mieux qu'eux, mais voilà. Aller sur une consommation plus éphémère, mais c'est toujours contraint comme tu as dit, Dorian, par les enjeux économiques des entreprises qui veulent faire plus d'argent. Il y a un terme, c'est durable et profitable. C'est une sorte de balance où tu ne peux pas forcément avoir les deux, ou sinon on va dire que c'est un axe, c'est un double axe avec est-ce que je peux faire un truc à la fois durable et profitable? Il faut savoir où tu te places pour faire la meilleure solution, sachant que tu peux faire un truc pas du tout profitable, pas du tout durable, mais c'est pour faire le buzz. Et tu as gagné sur ton ROI, c'était de faire parler de toi. Et, ouais, voilà. Bah, c'est ce qui se passe en ce moment, de toute façon, pour le c'est ce qui se passe métavers. en ce moment. Carrefour, là, ils ont acheté, tu m'as posé la question, ils ont acheté un terrain sur, je crois, Sandbox, où ils veulent construire potentiellement un magasin, mais ils ne savent pas trop ce qu'ils vont en faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de visiteurs. Je crois que c'est les magasins Leader Price. Ils ont aussi acheté un bout de terrain, ils ont mis un jeu, et le but du jeu, c'est de shooter des gens. Tu vois, le lien entre l'identité de la marque et les valeurs, parce que c'est une plateforme de jeu, donc il faut tirer et gagner des points, quoi. Ouais. Donc voilà, donc on n'y est pas encore sur le côté, on a trouvé le bon cas d'usage. Réduire les voyages, voilà, c'est sûr, ça aide. Faire que le meeting soit un peu mieux, un peu plus convivial avec la VR, c'est quand même un avantage. Par contre, est-ce que ça vaut le coup de déraciner des arbres ou autre pour juste avoir gagné un peu de plaisir durant une heure de meeting? À voir. Moi, ça me fait penser au film, enfin, du coup, on est en plein dedans, mais c'est le Ready Player One. Est-ce que tu penses qu'un jour, on viendra, enfin, un jour, enfin, je sais pas si dans proche ou au lointain, mais est-ce qu'un jour, on sera dans ce même cas, dans le même cas que Ready Player One et tout le monde se connecte sur ce métaverse pour s'évader un peu, pour vivre sa meilleure vie dans ce monde parallèle. On est encore très loin de ça, je pense. Mais, Ouais, on est loin et ça ne sera pas tout le monde parce que déjà, tout le monde n'a pas Internet oui. forcément chez soi. Il y a une fracture numérique au niveau mondial. Déjà, on n'a pas un seul Internet. Il y a l'Internet occidental, il y a l'Internet russe, il y a l'Internet chinois.
aux Coréens. Tu vois, il y a plusieurs Internets et dans les pays en voie de développement, bah, ils n'ont pas forcément tout l'Internet qu'ils veulent. Donc tu leur dis, et en plus, un casque que tu peux mettre sur ta tête en plein désert quand tu vas traire ta vache, un exemple, hein, ou même un fermier, il n'aura pas forcément besoin du casque tout le temps. Même si on réduit la taille, si on réduit le truc, il y a un coût de fabrication, il y a un coût d'acquisition qui fait qu'on n'y sera pas. Mais il y aura quand même des populations un peu huppées qui vont quand même se faire des parties. Là, on est des consultants, on est quand même relativement bien payés, on habite dans des métropoles. Si vous voulez vous acheter un truc à 400 balles pour tuer des gens dans un jeu vidéo, vous pouvez. C'est le prix d'une télé, quoi. Ça va, on peut se le permettre. Donc il y a des gens quand même qui vont y aller. Par contre, sur Ready Player One, le seul truc qui est con qui est bizarre dans le rendu esthétique du film, c'est que les gens, ils ont des casques de réalité virtuelle fermés et ils courent dans la rue. À un moment, il y a une scène où les gars, ils se rassemblent, ils doivent attaquer un méchant. Ils vont dans la rue avec rien dans la main, comme ça, avec une mitraillette virtuelle, et ils courent dans la rue. Il y a des voitures à côté. C'est pas bon. Si vous avez un casque de réalité virtuelle, ne courez pas dans la rue. Même si vos casques ont des caméras, tu peux voir à travers la vraie vie, quand même, la voir en direct, pas pixelisée, pas avec un risque que d'un coup ça se coupe parce qu'il n'y a plus de batterie. Faites gaffe. Euh, mais non, on n'ira pas sur Ready Player One. Par contre, ce qu'ils ont montré, techniquement, ça existe. Et techniquement, c'est faisable. À un moment, ils ont un tapis roulant qui permet de se tourner dans tous les sens. Ces tapis roulants omnidirectionnels, ça existe déjà. Ça coûte un bras, mais ça existe. C'est utilisé pour des formations, c'est utilisé dans des salles de jeux vidéo. Les casques immersifs, ça existe. Un monde massivement multijoueur, ça existe. Alors, c'est pas un monde unique pour toute la planète. Pour l'instant, c'est plein de mondes différents. Le seul truc unique qu'on a eu le droit pour toute la planète, c'est Internet, tu vois, et l'allume-cigare. L'allume-cigare, c'est une techno, tu la retrouves dans tous les pays. On n'a pas réussi à s'accorder sur les prises électriques avec le bon voltage et la bonne forme. Par contre, un allume-cigare de voiture, ça, dans tous les pays, c'est le même, l'allume-cigare, la prise allume-cigare. Et Internet, tout le monde a Internet, c'est du HTML et ça marche partout. Les metaverses, pour l'instant, c'est une cinquantaine de metaverses différents qui ne communiquent pas, qui sont détenus par des marques individuelles qui ne veulent pas communiquer avec les autres. Donc, à moins que le W3C qui est ce consortium de metaverses uniques, interopérables, à base de blockchain, parce que la blockchain, c'est le futur. Là, il faut mettre le jingle Ouais. blague. Ouais. Euh, Je ne l'ai plus. Mais voilà, on Bien n'y est pas sûr. encore à ce metaverse unique. Là, on est sur plusieurs metaverses différents, détenus par des entités différentes. Decentraland, ils disent, t'achètes un terrain, c'est pour la vie. Bah, quand Decentraland aura fermé, ce que tu as acheté, c'est pas pour la vie. Ah ouais. Peut-être quelque part sur une blockchain, sur le nœud, là, sur l'ordinateur de quelqu'un, il y aura stocké que toi, tu es encore propriétaire d'un terrain qui n'existe plus. Donc, on n'y est pas encore. Je crois que c'est l'Olympia. L'Olympia, ils vendent un NFT qui te donne accès aux salles de concert, genre à 3-4 concerts gratuits par an. Tous les ans, tu as droit à 3-4 concerts parce que tu as acheté le NFT. Et ils disent c'est à vie. Bah, à vie jusqu'à ce qu'ils décident de ne plus te donner accès déjà. Ouais. En disant cet abonnement, il est limité qu'aux concerts bas de gamme et pas aux trucs exclusifs. Et puis à vie, pas ta vie à toi, hein, la vie de la blockchain ou la vie du serveur. Donc voilà, les trucs à vie universelle, machin, on n'y est pas, on n'y sera quasiment jamais. Je ne sais plus pourquoi on disait ça, mais voilà. Le metaverse, c'est le futur. Yes. Là, j'ai mis un gros waouh. Non, mais j'y crois, non, j'y crois, il y a comme des cas d'usage super intéressants, super pertinents. Mhm. Mais le but, c'est pas de mettre un casque toute la journée sur la tête. C'est Accenture, ça que... ouais. Mm. Bah, En fait, moi, du coup, je m'interroge justement, excuse-moi, d'avoir un univers aussi, du coup, qui est aussi immersif, dans le sens où, par exemple, aujourd'hui, on a des phénomènes au Japon comme des personnes qu'on appelle, je crois, des ikiko... Je me souviens plus de son nom, ikikomori, je crois, ou des choses comme ça. C'est des personnes, du coup, qui restent pendant des mois ou des années bloquées chez eux à jouer aux jeux vidéo, etc. Est-ce que du coup, le métavers, j'imagine, il va intensifier ce genre de phénomène? Est-ce qu'il y a des choses qu'on essaie de prévenir? Enfin, voilà.
Effectivement. Ma vision, c'est qu'on ne mettra pas des casques sur la tête des gens toute la journée, mais ça va exacerber, ça va amplifier certains défauts qu'ont l'humain ou certains humains. Effectivement, si tu me dis que je peux rester sur mon canapé et me taper et me binge-watcher un film sur un écran géant, plus grand que ma télé, je risque de vouloir le faire, quoi. Et puis, pour manger, si j'ai une paille et juste à aspirer un truc, et que je peux juste me laisser mourir comme ça, tu vois, il y en a qui vont potentiellement céder au truc, parce que la vie virtuelle sera plus qualitative ou plus facile à consommer que leur quotidien. Ça fait partie du métaverse responsable. Il y a plusieurs éléments on a cités un peu précédemment sur la résilience, la durabilité de ce qu'on crée, sur la diversité, mais aussi sur l'impact cognitif, psychologique, ou ouais, physiologique et psychologique des métaverses. Juste métaverse dans un écran d'ordinateur, métaverse autour de la tête, le fait d'avoir plusieurs identités, c'est aussi un impact. Est-ce que je suis pas un peu schizophrène d'avoir un avatar qui me ressemble, mais sur un autre jeu, j'ai un avatar, c'est un dragon, et j'en prends soin parce que franchement, c'est un peu comment je me sens dans la vraie vie. J'aimerais bien être un dragon et tout, parce que j'ai des traumatismes infantiles, et voilà. Et c'est un peu comme mon exutoire, et j'ai envie d'être ce dragon. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Voilà. Il y a des gens ont peut-être besoin de ça, et il faut quand même explorer l'impact d'avoir ces vies alternatives qui peuvent prendre le pas sur la vie réelle. Il y a, il y a une phrase de Shan Puri, c'est un des cofondateurs de Twitch, qui a dit: le metaverse, c'est pas une techno, c'est un moment où la vie numérique a plus de valeur que la vie physique. C'est chaud à dire, quand même. Ah, c'est chaud. Mais quand on se dit c'est quoi ma vie physique, c'est mes interactions sociales. Alors, perso, moi, je suis beaucoup sur Facebook et WhatsApp, donc mes interactions sociales, c'est via du numérique. Donc, mais les gens à qui je parle, je ne vois pas beaucoup leur tête. Là, vous pourriez tous être en deepfake ou en avatar, ou des bots, vous seriez des chatbots, j'y croirais pareil. C'est mes loisirs, du Netflix et autres, donc c'est aussi du numérique. Ton travail, dans le monde informatique, le travail, c'est sur ordinateur, par définition, donc c'est numérique. Votre pouvoir d'achat. Actuellement, on ne vous paye pas avec des pièces et des billets. Même les tickets resto, c'est même plus un chèque ticket resto, c'est une carte numérique. Donc votre économie, c'est des lignes de compte sur sur un compte numérique. C'est numérique. Il y en a un dernier, c'est, je sais plus, c'est pas grave, mais rien que ça, c'est suffisant. Donc votre vie, elle est déjà numérique. Quand je dis votre vie, c'est une grosse partie de la population. La vie est déjà numérique, donc on est déjà un peu dans le metaverse. Parce qu'on fait quasiment plus de choses devant un écran qu'avec des gens physiques. À part les gens qui sont fans de CrossFit et se voient tous les jours dans une salle. J'ai vu que tu as pris des épaules, Dorian. Non, c'est pas vrai. Ça fait au moins 2 ans que je suis pas allé. Tu as pris du gras, alors. Tu as pris du gras. Ouais, voilà. Non, il y a quelques métiers et quand même une partie de la population qui sont sur des métiers très concrets, très terrain, ou qui ont des loisirs très terrain. Mais il y a quand même une partie de la population de la vie active, moderne, où ils sont sur du numérique, et du coup, en fait, ils vivent dans le metaverse. On vit dans le metaverse, mais on ne le voit pas encore parce qu'il n'est pas 3D. Twitter, c'est un metaverse. Je l'ai dit tout à l'heure un petit peu. Fortnite, c'est un metaverse. Moi, mon gosse, quand il se donne rendez-vous à 9h du mat le samedi pour jouer avec des copains pendant 2 heures, il est déjà dans le metaverse. Il se donne rendez-vous pour parler à ses potes et dézinguer des bonhommes ou collectionner des trucs, avec une envie de dépenser de l'argent dedans. C'est mieux que la vie réelle. Il joue avec son voisin d'immeuble. Ils sont à vol d'oiseau, ils sont à 100 mètres. Mais bon, on se voit dans le metaverse. Donc il y aura des impacts psychologiques qu'il faut explorer, sachant que l'impact, en fait, on le vit déjà, parce que les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, je n'ai pas retenu le nom que tu as dit, mais finalement, les gens qui sont très immergés dans les mondes numériques, qui ont une vie parallèle, tout simplement, dans des jeux vidéo, on l'a déjà. Le métaverse ne va pas résoudre le problème. Le métaverse, il va juste lui donner un peu plus corps à ce problème, potentiellement l'exagérer. On a le cas du cyberharcèlement sur le web, dans les forums ou les réseaux sociaux. Dans le métaverse, tu as la même chose, mais en plus, c'est en 3D.
Donc, quand il y a eu le cas d'une femme qui s'est retrouvée dans une réunion, il y avait beaucoup d'hommes. Elle avait un avatar féminin. Les mecs, ils avaient des avatars de mecs, de dragons, avec des épées, des machins, des chevaliers. Et imaginez-vous, vous êtes en VR, voilà. Vous avez votre corps, vous le voyez. Et il y a quelqu'un d'autre en face de vous, vous voulez lui mettre une claque. Tout simplement. Vous vous approchez de l'avatar de l'autre et vous lui mettez une torgnole comme ça. C'est drôle. C'est en VR, donc la main, elle passe à travers le visage. C'est drôle. Maintenant, vous mettez à la place de l'autre personne, vous voyez une grosse main qui s'approche de vous à ça de votre visage, vous flippez quand même. Il y a quelque chose qui rentre dans votre espace personnel, même si c'est virtuel. C'est votre zone de confort, votre bulle personnelle. Il y a quelqu'un qui s'approche que vous ne connaissez pas, qui peut avoir l'air agressif ou dangereux parce il ressemble à Chucky la poupée, il s'approche, il vous met une claque, machin. Ou ça ressemble à une poupée géante qui vous met comme une claque, ou qui touche des parties de votre corps virtuel qui d'habitude, quand quelqu'un s'approche de vous dans le métro, vous faites déjà comme ça pour vous protéger, en virtuel, vous avez le même réflexe. Et pourtant, la main, elle passe à travers. Même si vous ne ressentez pas le contact, vous vous sentez impacté. Donc, on a la même chose en VR. Donc, maintenant, il y a les petits contournements. C'est tu peux créer une bulle autour de toi. Il n'y a que tes amis qui ont le droit de rentrer dans la bulle. Les autres sont bloqués devant cette barrière, ce champ de force. C'est cool, mais c'est venu après. Et surtout, ça ne résout pas le problème de comportement des gens, tout Oui. simplement. Du coup, tu peux, dans l'interface, dire lui, je le bloque. Ça serait bien dans la vraie vie aussi de bloquer les gens. Ce serait, ah ouais, je plus sois. Il manque cette feature un peu. Pour ceux qui ont vu Black Mirror, la série Black Mirror, Ouais. il y avait ça. Tu pouvais dire lui, je le bloque. Et du coup, il est brouillé. Tu vois que sa silhouette. Et lui, il ne voit plus. Il voit aussi que des trucs brouillés. Parce que tout le monde a un implant dans les yeux. Bref. Mais c'est parce que l'humain est comme ça. Et que tu lui donnes un nouveau canal pour s'exprimer. Ben, il va s'exprimer en bien, il va s'exprimer en mal. Il va avoir des dérives. Surtout quand on découvre un nouvel outil. Je sais pas, tu donnes un pistolet à quelqu'un, bah, il va s'amuser et puis à un moment, il va regarder le pistolet. Quoi. À un moment, il va pointer vers ses copains. On ne sait pas gérer les nouveaux outils, même si on est formé, on est éduqué. À un moment, on va faire des conneries avec. Et il y en a qui vont beaucoup dans la connerie, dans le quotidien. Donc voilà. Donc, c'est ce qui est bien, ça fait pareil, c'est des questions qui se posent en ce moment de le metaverse, les impacts globaux, écologiques, psychologiques, physiologiques, en termes de sécurité, tes données personnelles, ton identité, comment tu la gères dans ce metaverse. Quand c'est détenu par Facebook, ce metaverse, et qu'il y a des caméras qui filment ton salon en permanence, et que on sait que dans tel jeu, tu as regardé à gauche ou tu as regardé en bas, ou que tu regardes que les dragons qui défilent devant toi, les données, elles sont stockées quelque part. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est des vraies questions qui se posent au quotidien, mais qu'on avait déjà avec l'Internet avant ça. Quand les gens ils ont eu des Google Home ou des Alexa dans leur salon, les haut-parleurs connectés, c'était ça m'enregistre, ça m'écoute au quotidien. Qu'est-ce qu'on fait des données à part me mettre des pubs dans la figure? On a le problème déjà, mais voilà, il est un peu exacerbé. Mathieu? Non, je me demandais, vu que voilà, on sait comment est l'humain, est-ce qu'il y aura des guerres aussi dans le métaverse? Des guerres. Ouais. Ouais. Ah, ça serait bien que les guerres ne soient que dans le métaverse, tu vois. Ouais. Que l'Ukraine et la Russie, on leur file un terrain virtuel, ils envoient des avatars, ils se battent, tac, 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 et après, on a dit, c'est fini, vous êtes bien amusés, on remet à zéro. Ça s'appelle Civilisation, non? Ouais, Age of Empires, Civilisation. Ah. On va faire une partie de LoL, et puis c'est bon, c'est réglé, quoi. Non, il n'y a pas de... Pour l'instant, il pourrait y avoir des conquêtes de terrain, parce que... Oui, c'est on Pixel est War, pas hein, très- Ouais. c'est Pixel War. Je sais pas si tu connais ce truc, Ouais, mais ouais. voilà, c'est un peu ça en vrai. Mais c'était marrant, Pixel War, et Ouais. ça se faisait pas au détriment de... Quoique, ça pourrait se faire au détriment de quelqu'un, parce que quelqu'un a fait un joli dessin en pixel, les autres peuvent l'envahir et le recouvrir. Donc, il y a un peu une notion de terrain et de propriété. Mais par exemple, Decentraland et Sandbox, donc ces deux plateformes différentes, très décentralisées, elles se sont créées avec une notion de rareté. Decentraland, ils se sont dit, on s'est créé, on a créé une carte. Je vais vous montrer, je crois que je l'ai. Si je partage mon écran. C'est toujours ton écran, ouais. C'est toujours mon écran? Ouais, je suis pas revenu. Ok. Ça ressemble à ça, Decentraland. Hop, si j'arrive à cliquer. Vue du haut, c'est une carte avec 90 000 parcelles de terrain. Ils ont découpé cette carte
avec des petits trucs. Et ils ont dit chacune est à vendre. C'est pas mal, hein, pour faire de la spéculation et faire son pixel war ou autre. Et tu l'achètes avec du Ethereum, avec une monnaie qui s'appelle Mana, qui est basée sur du Ethereum. Ton avatar, il faut le customiser, faut payer pour le customiser. Bah, tu as des magasins qui achètent des trucs. Il y a 300 000 utilisateurs par mois. Ils ne payent pas Quand tous. même. Des utilisateurs un peu random dedans. Et 300 000 utilisateurs, ça fait 10 000 utilisateurs par jour sur un terrain qui fait 90 000 parcelles. Ça veut dire que potentiellement, tu vas te retrouver à un endroit, il n'y aura personne. Il faudra faire 10 bornes pour trouver un copain. Donc, c'est quand même assez vide, sauf s'il y a un événement. S'il y a un événement en disant il y a un concert de Snoop Dogg dans la parcelle numéro 90, là, les gens vont se rassembler et il va y avoir quelque chose. Ça, c'est la carte vue du haut. Vue du sol, ça ressemble plutôt à ça, au truc en bas ou à droite. Ça, c'est JP Morgan, c'est une banque et cabinet d'analystes qui a créé une sorte d'agence virtuelle où tu peux parler avec des conseillers pour comprendre qu'est-ce que c'est le metaverse, en quoi ça peut aider ton business. C'est un peu dégueulasse. C'est dans le navigateur et ça met ton PC à genoux en 5 minutes. Là, tu te connectes, ils te font une crypto wallet et ton PC, il est à genoux. C'est de la 3D relou, quoi, dans le navigateur. Donc, c'est pas pour tout le Pas monde. du Babylon JS, quoi. Exactement. Oh là là, que font Oh les là David? là. Voilà. David Catu, David Roussel, si tu nous Ouais, écoutes, voilà. et toute la bande de Microsoft. Mais voilà, donc ça ressemble à ça. Juste sur Sandbox, c'est le même genre, sauf que eux, c'est 166 000 parcelles de terrain. Bon, c'est pareil, hein. Il y a un effet de rareté. Ça a eu un peu plus le buzz parce que c'est basé sur des mécaniques de jeu. De base, nativement, tu peux créer un jeu assez facilement. Il y a 2 millions d'utilisateurs au total, mais on doit être sur les mêmes chiffres au quotidien que Decentraland. Carrefour a acheté un terrain, AXA, Casino, et Snoop Dogg, c'était dessus qu'ils ont acheté Snoop Dogg. Et Snoop Dogg, il a fait un truc malin. Il a acheté un terrain et il a acheté aussi le terrain autour, les terrains autour. Du coup, il a revendu plus cher les terrains autour. Pour être plus proche de lui. Parce que les gens disent si je peux être à côté de la mansion, de la villa de Snoop Dogg, c'est cool. Du coup, il a acheté les terrains autour qui ont pris de la valeur parce que lui, il avait acheté le terrain officiellement au milieu. C'est malin, c'est super malin. Et il va faire des concerts, il va vendre des objets Snoop Dogg, brandé Snoop Dogg, un skateboard, une capuche pour ton avatar et autres. Très Snoop Dogg, il y aura un mini-jeu aussi qui sera très Snoop Dogg. Mais voilà quoi. Mais bon, c'est sur la rareté. Ce qui est marrant, c'est que si demain ils disent on fait Sandbox 2, on a ouvert une nouvelle planète avec 170 000 parcelles, celles-là, elles vont perdre un peu en valeur. S'il y a d'autres terrains qui se créent magiquement. Mais voilà, il y a plein de gens qui sont dessus en se disant ça peut servir à quelque chose. Et là, Sandbox, c'est comme un jeu vidéo, c'est une appli à télécharger, à installer. Donc, il faut un PC aussi un peu de gamer. Et puis, tu te déplaces au clavier souris. Il n'y a pas de version VR pour ça. J'ai mis accès depuis un navigateur, non, c'est depuis une appli à télécharger. Il y a du play to earn aussi. Les gens, ils y vont parce qu'ils jouent, ils gagnent des tokens, ils gagnent des points. Ils peuvent s'en servir pour acheter des assets et des éléments pour leur perso. Donc, c'est un peu comme Fortnite, où il y a ce côté jouer et gagner. C'est bizarre, ça ressemble à ça vu du sol. C'est une sorte de Minecraft un peu moins cubique, assez ludique. Et, Donc en gros, tous ceux qui sont un peu dans le métaverse, là, ils codent pas en fait. Si nous demain on est missionné, c'est plus pour ouais. du conseil, tout ça. Mais en fait, quand je te demandais tout à l'heure c'est quoi les technos Oui, derrière, en fait, il n'y a pas vraiment de. Les technos, elles sont faites par les providers de ouais, métavers en actuellement, fait. les métavers sont tellement détenus par des plateformes que tu fais du conseil pour trouver la bonne plateforme pour ton client. Ok. Éventuellement, si tu as des graphistes 3D, tu vas faire le contenu 3D. Il y a quand même un peu de développement, comme on ferait dans un jeu vidéo sur Unity ou Unreal, où il faut scripter des choses. Le fait que si le bonhomme, quand il se met devant l'avatar du gorille et qu'il lui parle et qu'il fait le bon arbre de discussion, ou qu'il appuie sur un bouton, ça déclenche une action, c'est du code. Si tu veux que ça soit synchronisé avec un autre contenu en ligne, il faut peut-être appeler une API quand même. Il faut récupérer des données. Tu veux Ok. qu'il ait son. Mais les trucs de base, le leaderboard,
le dashboard des scores, tout ça, c'est une mécanique qui est déjà fournie. L'interactivité de base est déjà fournie. Et là, ça va être presque du low-code ou du Ce que j'allais pseudo-code dire, ok, ouais. pour faire le jeu. Ok. Quand c'est très jeu. Si c'est pas jeu, si c'est quelqu'un qui veut une formation en VR, par exemple, donc c'est du metaverse, on va dire, industriel, euh, il y a, il y a des applis de formation industrielle en no-code ou en low-code, mais aussi des fois des choses très spécifiques. Par exemple, je ne sais pas si la vidéo va se lancer, si elle ne va pas trop ramer, mais là, c'est une formation qui se fait en VR où on a cette checklist, cette liste d'actions à faire. On dit, il faut mettre les gants du chantier, il faut mettre le casque de chantier, il faut démarrer le chantier. Tout ça, c'est que du code spécifique, comme si c'était un jeu vidéo, mais c'est comme spécifique parce qu'il faut gérer l'interactivité. Il a pris les trucs dans le bon ordre, oui ou non. Est-ce qu'on lui permet de se déplacer? Est-ce qu'il a le droit de baisser la manivelle à ce moment-là ou pas? S'il va là-bas, qu'est-ce qui se passe? Qu'il a le droit de sortir du terrain? Donc, il y a du code quand même, du script qui doit être fait pour gérer ça. Et ça, c'est la formation. Et la formation, de base, c'est, on va dire, c'est pas très connecté, à part connecté à ce qu'on appelle un LMS, un Learning Management System. C'est une base de données qui va permettre de stocker le fait que la personne a suivi la formation en entier, pas en entier, combien de temps il a mis à faire l'exercice, est-ce qu'il a rejoué plusieurs fois. Donc ça, c'est une petite API à appeler. Mais pour la formation, il y a très peu de connectivité quand même. Par contre, si c'est de la réalité augmentée pour apprendre à faire des gestes métiers ou être assisté, là, il faut être connecté au système d'information. Si demain, tu dois réparer je sais pas, une imprimante 3D, tu veux que ton casque soit connecté à l'imprimante pour savoir si elle t'a dit que l'erreur code 304 elle est bien corrigée, quelle est la température dans les tuyaux, tout ça, tu as besoin de le savoir. Et c'est de la connexion, c'est du vrai code, de la vraie API, du back-office et du rendu 3D pour mettre en forme ça. La partie 3D, en général, c'est de la modélisation 3D avec du Blender, donc la modélisation pure. La partie vraiment faire une scène qui devient interactive, ça va être avec du Unity ou du Unreal. Unity, le langage, c'est du C#. C'est un C# basique, on va dire. Ça pourrait être du JavaScript, à peu de choses près. Unreal, c'est plutôt du C++ derrière pour la partie code. Mais si on veut vraiment créer une interactivité ou se connecter, il y a des API à appeler en général pour aller plus loin. Pour que ça soit multiplateforme, en général, si tu veux que ça marche sur ordinateur, sur casque de Oculus, sur un casque de HTC Vive ou d'autres marques, il faut utiliser des frameworks, notamment OpenXR, avec l'accent OpenXR, qui est un framework qui permet de faire une abstraction sur les différents capteurs du casque. Si tu veux détecter les mains, ce n'est pas toi à la main qui va analyser le flux vidéo pour reconnaître les doigts, tu vas utiliser un SDK. Et le SDK OpenXR te fournit cette surcouche en te fournissant les coordonnées de chaque jointure de main assez facilement. Et après, tu fais ta détection de gestes basés sur ça. Mais ça te permet de t'abstraire un peu de la spécificité du matériel avec OpenXR. J'ai une légère démo sur la partie réalité augmentée. Par exemple, celui-là, c'est une vieille démo. Mais là, on peut voir une machine, c'est un jumeau numérique d'un lyophiliseur. Bref, un appareil pharmaceutique. Et on a le modèle, il est interactif. Je peux cliquer et voir en gros le réservoir. Et les données au-dessus, c'est en réel. Ça me dit qu'il y a une pression d'environ 0,1, 0,15 bar dans ce réservoir. Derrière, il y a un autre réservoir, on ne voit pas très bien, il est flagué en rouge. Et ça me dit que la dernière inspection, elle date d'il y a plus de 3 mois et il faut relancer une vidange et une inspection. Et ça a besoin d'être connecté à l'entreprise, à la base de données de l'entreprise, et pour permettre aux techniciens de l'inspecter correctement. On peut même voir d'autres parties qui sont d'habitude pas accessibles. C'est souterrain, c'est en zone ultra sécurisée et biologiquement aseptisée. Là, on peut l'explorer et comprendre comment marche la machinerie assez facilement. Donc la réalité augmentée apporte quand même pas mal de choses. Mais c'est vrai que si on est sur du jeu vidéo pur, là, je reviens au point de tout à l'heure, il y a moins besoin de code en général. Et c'est le boulot du consultant de comprendre les technos pour conseiller la bonne techno au client. Juste choisir le bon casque de VR ou le bon casque de réalité augmentée, rien que ça, c'est un métier. Il faut comprendre le besoin et trouver la solution qui marche bien. Entre un casque à 4 000 € qui pèse 500 grammes sur la tête ou un casque à 2 000 € qui a qu'un seul œil
en réalité augmentée, mais qui résiste aux chutes, bah, lequel on choisit, parce que c'est pas le même niveau d'immersion, c'est pas les mêmes données qui vont circuler. Euh, j'ai une démo que j'ai bien aimée. C'est une appli collaborative sur HoloLens. Donc là, je vois sur mon lit, notamment, une voiture de F1. Et là, j'ai des avatars d'autres gens. Il y en avait un qui était à San Francisco et un autre qui était à Marseille. Et on a pu bosser sur ce modèle 3D ensemble. Donc, il y a le graphiste qui a fait le modèle. Et le but, c'était de se mettre d'accord sur la position des roues et choisir la bonne taille et autres. Il y avait un flux vidéo qui passait en même temps pour des trucs. Et le gars, le Marc, il parlait en anglais, mais avec un accent incompréhensible. Et on a activé la traduction simultanée, qui marchait relativement bien. Donc, au-dessus de sa tête, et en temps réel, j'ai le texte en français qui apparaît. Je Ouais, trop pouvais bien. comprendre et lire ce qu'il disait, et on aurait pu activer la synthèse vocale assez facilement pour que carrément sa voix soit remplacée par un doublage numérique pour comprendre et mieux interagir. Donc, le métaverse aussi, en créant ce sas entre les gens, ça permet une meilleure collaboration. Donc, désolé si ça vous fait un peu gerber parce que je tourne vite, mais là, on peut interagir. Il prend la roue, il va pouvoir annoter, poser un post-it dessus. Ça lag un peu, hein, ça lag un peu, mais chez toi, ça doit être fluide, mais chez nous, c'est. Enfin, en tout cas, chez moi, Ouais, dans le retour, ça lag un peu. Ah, Donc ça, t'étais sur ce projet-là, justement. Ou pas du tout? ouais. Ouais, Et, il y a plusieurs applis qui permettent de faire ça. Euh, nous, trop bien. on n'a pas développé l'appli. C'est une Ouais. boîte du marché qui s'appelle JoinXR qui développe ça, qui permet de faire des meetings virtuels. Il y en a plusieurs sur le marché. Et une partie de mon métier, notamment, bah, c'est de connaître les spécificités de chacune de ces plateformes pour indiquer à mon client laquelle est la meilleure pour, pas que pour son prochain meeting, mais Ok. pour compléter la panoplie d'outils qu'il a dans son entreprise. Il dit, j'ai Teams, mais dans Teams, on ne peut pas collaborer sur des objets 3D, sur du manufacturing, sur des produits. Quelle est la bonne plateforme? Donc, il faut évaluer plusieurs plateformes et la trouver. Et JoinXR, il y a quand même une possibilité de faire du custom. Tu pourrais dire, je fais ma propre app métier, et à un moment dedans, j'intègre la partie collaborative et la partie à plusieurs et 3D. Donc, ça pourrait être une appli qui m'explique comment monter ma voiture, hein, vraiment avec les indications sur la voiture réelle. Et à un moment, je peux déclencher la partie, je veux que des gens me rejoignent pour m'aider. Ok, Donc, c'est on peut clair. hybrider un peu les cas d'usage. Trop bien. Ouais. Cool. Donc, on s'amuse bien quand même. Ouais, je vois ça. Est-ce que vous voulez un TP, un petit travail pratique, là, si vous avez un peu de luminosité chez vous, Il n'y en a dans plus la beaucoup partie maintenant. métaverse, dans la partie métaverse, c'est aussi que les produits numériques soient accessibles d'autres manières. Les produits numériques, les produits physiques soient explorables d'une autre manière. Par exemple, là, c'est un sac à main Ralph Lauren. Je peux zoomer et le voir en 3D et avoir accès, voir les textures. C'est du crocodile. Il y a des fermoirs en métal et autres. C'est vachement bien. Là, le chandail derrière, On si je rappelle zoome, je vois. qu'aucun animal n'a été maltraité. Voilà. Mais surtout, me rendre compte des textures et avoir ce configurateur qui va me dire, tu le veux quelle couleur? Et je vais voir que c'est que les manches qui changent de couleur, que c'est au niveau de la couture que ça change. Mais ce que je veux vous montrer, c'est plutôt la moto. Si vous avez un téléphone avec un lecteur de QR code dessus, scannez cette moto. Donc, sur le site de Yamaha, vous pouvez voir cette moto en 3D. Dans votre navigateur, vous pouvez tourner autour de la moto à la souris, zoomer, voir les vis de manière assez précise. Mais vous pouvez le faire aussi avec votre téléphone. Donc, si vous... C'est que ça. Give access. tu dis, Est-ce que. OK, si ça te Attends, pop-up, mon téléphone, tu il dis, a OK, enrôlé. Ok, ça tâche a de marché quand même. Magicom. Sketchfab. Et Est-ce normalement, que vous ça pouvez devrait essayer. vous demander de poser autour de vous. Il y a un bouton pour voir en AR, je crois, non? Ouais, tout à fait, Et ouais. le cube là? Fais voir en AR. Mais du coup, ça fait le. Et bah, Enfin. là, non, il y a la Pas du moto tout qui est ça. quelque part apparue. Tu peux la Ah déplacer oui, ah ou putain, je la glisser, vois. déplacer. Ok, je la vois. Énorme. Elle est très proche. Elle est très proche. En Elle est fait, au moment où tu as tourné la caméra, ça l'a mis sur ta tête, la moto. Tu peux, au doigt, éloigner. Je sais pas si vous la voyez. Non, vous la voyez pas là. Non, non, là. Non. Non, parce qu'en fait, en gros, elle était. Bah, vous la verrez pas. Attends, si tu veux, je vais partager mon écran, je vais le faire. Hop. Avec un SRC. Une Ouais, copie? ouais, ça, c'est Ah copie. là là là. Alors,
Quand même pas. Quand même pas. Ouais, c'est quand Ça est là, la même moto. nice. Ah, tu l'as? Ah, t'as fait un screenshot. Ah ouais, j'ai Ouais. une Hop. AR. J'ai une 4G d'anthologie, hein. D'ailleurs, vous le voyez dans le chat, Ouais. peut-être sur Twitch que ça déconne un peu. Ah, alors, déplacez-vous. Ouais, je vais pas filmer ça. Ouais, faut choisir l'endroit où tu le montes parce que sinon on va voir tes slips Ah qui ouais, sèchent. c'est ça. Ouais. Là, J'ai le type là-bas, là. C'est quel enfer. là, je l'ai scanné. Donc c'est là où je suis. Là. Vous reconnaissez le lit qu'on a vu tout à l'heure, plus ou moins. Et j'ai la moto qui est posée quasiment sur mon lit. Quoi. Attends, je vais la poser là-dessus. Et si je veux zoomer, la voir en plus grand et regarder un peu le bas, dire ah ouais, ils ont mis des écrous de 12 à cet endroit-là, c'est vachement bien ce qu'il faut pour la réparer. Je peux zoomer, je peux la faire tourner, regarder sous tous les angles. Et ça, je pourrais la voir à taille réelle dans mon salon, enfin dans mon salon, dans mon garage, et me dire est-ce que cette moto, elle rentre chez moi? Est-ce qu'elle a la bonne taille? Donc pour du mobilier, c'est vachement bien. Pour tester un produit, c'est vachement bien. Ça existait avant que le terme metaverse soit à la mode. C'est pas non plus fou, mais ça revient à la Ok, mode ouais, c'est pas mal, ouais. assez facilement. Est-ce qu'il y a ça à Ikea? Ce serait pas mal ça pour Ikea. Ikea, ouais. Et chez Ikea, il y a l'appli qui s'appelle Ikea Place. Est-ce Qui que est c'est la censée tienne? permettre. Non, c'est pas Ikea Place, le but, c'est de poser le mobilier chez toi pour que tu puisses le tester assez facilement. Il y a Leroy Merlin, je crois, moi, il voulait faire aussi que tu puisses changer la peinture de tes murs en réalité augmentée pour tester les coloris. Mais ce qui est marrant, c'est que la réalité augmentée, ben, on l'a sur notre téléphone. Là, vous l'avez testé, installation d'application, zéro. Aucune installation d'application. Donc, vous Ouais. pouvez avoir de la réalité augmentée avec Snapchat, TikTok et autres, et vous mettez des filtres sur la figure avec je veux des faux grains de beauté, des freckles et autres, ou un maquillage. Vous pouvez l'orienter vers l'extérieur pour faire ce que vous voulez, du positionnement mobilier. Donc là, les gens, les adolescents notamment, ils ont de la réalité augmentée dans leur téléphone, mais ils ne pensent pas au terme réalité augmentée. C'est un filtre, c'est une Ouais. lens, mais c'est de la réalité augmentée. Pour l'instant, c'est beaucoup sur le visage, et se mettre des oreilles de lapin, et là, c'est Halloween, et du coup, on va se mettre des citrouilles sur la tête. Mais en fait, ça a un pouvoir incroyable pour augmenter le quotidien qui est autour de nous. Et pour moi, c'est une évolution du metaverse. Ça serait un 5e metaverse dans la patate que j'ai montré tout à l'heure. Ce serait le metaverse AR. C'est la terre qu'on augmente. Et si je vais dans la rue et que je pointe vers la Joconde, je veux que ça reconnaisse la Joconde et que ça me donne des informations sur le peintre, sur sa vie, sur peut-être même les couches de peinture qui ont été utilisées. Pourquoi pas avoir l'avatar de Léonard de Vinci qui est à côté, qui m'explique le truc. Si je cherche un de mes amis, on s'est donné rendez-vous à Opéra, je ne le trouve pas, que je sorte mon téléphone et que ça me dise ben, tourne de 10 degrés à gauche et il est là-bas. Google Maps évolué pour les amis. S'il m'a laissé un message, il m'a dit je t'attendais au bar, mais on est parti ailleurs, il me laisse un message à cet endroit-là, géolocalisé. On peut imaginer plein de choses sur la partie réalité augmentée, parce que la réalité augmentée, c'est quasiment facile. C'est presque mainstream. Attends, je crois que j'ai une autre démo. Par exemple, ça, on peut augmenter tout et n'importe quoi. Là, tout à l'heure, avec la moto, c'est un QR code que vous avez scanné et vous l'avez dans vos salons. Mais si demain, je vous donne un prospectus, un flyer d'un produit, est-ce que la vidéo se lance? Ça va ramer encore, vous allez me dire. Ouais, ça va ramer, ça rame. La VR, ça erre, tout ça, ça rame. Ah là là, Internet. Là, par exemple, je vais faire pause, mais ce flyer, quand il est augmenté, il y a une vue. Mince. Ah, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Il faut tout recommencer. Aïe, aïe, aïe. Le flyer, quand il est augmenté, il y a une vidéo live qui apparaît de la conférence. C'est un flyer pour une conférence. Il y a le flux live qui apparaît. Il y a des boutons interactifs qui apparaissent sur le flyer, en réalité augmentée avec le téléphone. Et je peux cliquer dessus et je peux avoir le programme de la conférence. Je peux avoir le plan pour rejoindre la conférence. On peut augmenter un bout de papier. Attendez, je vais revenir un peu en arrière. Là, si je clique sur le bouton carte, depuis mon téléphone sur ce flux caméra, hop, j'ai la carte qui apparaît qui me dit les toilettes, c'est pas loin du foyer. Oh, purée, je clique à jouer sur le mauvais bouton, désolé. C'est au niveau du foyer et autres.
Et tout ça, c'est de la réalité augmentée. On peut augmenter tout et n'importe quoi. Pas que notre tête pour, pour les fameuses oreilles de lapin, mais aussi un bout de papier, un prospectus. Si demain vous achetez un produit, vous scannez la boîte du produit, vous avez des instructions qui apparaissent en réalité augmentée. Ça vous dit, bah, faut dévisser tel truc pour le démonter, il faut brancher tel câble, faites attention. Tout ça, vous pouvez l'avoir en réalité augmentée assez facilement. Le montage de meubles IKEA en réalité augmentée, ça n'existe pas encore. Ils n'ont pas besoin de nous pour le faire. Ils sont assez en avance. Euh, En fait, le seul truc chiant embêtant pour le montage de meubles, c'est qu'il faut tenir son téléphone. Et quand on monte un meuble, on Ouais, n'a pas on envie de n'a pas tenir envie. son Ouais. téléphone. Donc peut-être avec les lunettes de réalité augmentée d'Apple, ben, je fais mon montage avec les lunettes à 2000 balles sur la tête. Euh, et voilà. Mais bon, si je peux m'acheter des lunettes, je demande à quelqu'un de monter le meuble pour moi. Mais Je bon, ça, pense, c'est ouais. Ça fait 1h40 que nous parlons donc punaise. du métavers. Je vais vous proposer peut-être de conclure. Vincent, si tu veux, je vais revenir du coup sur nos caméras à nous. Voilà, si on avait quelque chose à retenir, on peut faire une conclusion partagée, hein. Je propose Vincent, mais en fait, on peut tous faire une petite Chacun dit un conclusion. mot et ça fait une phrase complète. Ah, voilà, non, je sais pas. On peut essayer, ça peut être très drôle. Non, mais moi, j'étais pas trop au courant de ce que c'était. J'ai vraiment apprécié là d'avoir les définitions, voir que finalement, bah, demain, on va pas être amené à construire un métavers, mais on va être amené plutôt à vivre dedans ou l'utiliser et construire des choses dedans. Donc voilà, moi j'avais vraiment des questions techno et tout, mais en fait, il y en a c'est pas trop le souci maintenant, c'est pas trop le sujet, quoi. C'est- Je retiens aussi que l'aspect écolo, environnemental, tout ça est pris au sérieux apparemment dès maintenant, même si on est encore dans cette phase montante de hype et on sait pas trop où on va, mais au moins on se pose déjà la question. Et que ça existe aussi depuis 30 ans, tu disais, finalement. Ouais, ouais, le terme Voilà. metaverse est Ouais. nouveau. Et si, pour conclure, une de mes prédictions, c'est potentiellement que le mot metaverse, dans 6 mois, on n'entend plus parler. Un truc aussi éphémère que le mot qui est venu à la mode parce qu'une boîte s'est renommée, alors ça peut l'ancrer dans le long terme, mais ça peut aussi vouloir dire que le mot, il est trop éphémère Mm. et que les gens vont dire, OK, le terme a été galvaudé, on ne dit plus metaverse, ça ne veut plus rien dire. Il faut trouver un autre mot pour décrire finalement la vision qu'on a du nouvel Internet. Il y a peut-être un truc dans le genre qui va arriver de ah, Metaverse, c'est le terme de l'année dernière, c'est bon, on a compris. Maintenant, c'est quoi le vrai Has-been. nouveau web? C'est Ouais. has-been. Les NFT, c'est has-been. Les NFT qu'on a vécu l'année dernière sont has-been. Il y aura peut-être des nouveaux types de NFT qu'on n'appellera pas des NFT pour ne pas faire l'amalgame. Donc, ça Clarisse, serait c'est. Ah, ma pardon. conclusion. Ouais, un autre truc, c'est on a tendance à un peu surestimer l'impact des technologies à court terme. On se dit, ah ouais, ça va révolutionner le monde d'aujourd'hui. Alors qu'en fait, non, ça fait le buzz et ça fait le bazar maintenant, plus que résoudre des problèmes. Par contre, à long terme, il y a un impact. Et ça, souvent, on ne s'en rend pas compte et on ne peut pas le deviner. Donc, à court terme, ça fait trop de bruit. Et à long terme, on n'arrive pas à le découvrir et à s'en rendre compte. Donc, faut être vigilant pour tous les nouveaux, pour tous les jeunes qui nous écoutent, euh, de se dire, bah, c'est quoi ma vision du metaverse et qu'est-ce que je veux faire en prenant de la distance par rapport au truc vraiment conjoncturel de maintenant. Si quelqu'un dit, moi, je me spécialise en NFT parce que les NFT, c'est l'avenir, tu t'es un peu précipité, mon gars. Surtout avec le mot NFT d'aujourd'hui. Donc, ouais, donc, prenez de la distance vis-à-vis des technos et des bruits d'aujourd'hui et plutôt réfléchissez au sujet de fond qui va permettre de vous amener sur les 5 à 10 prochaines années. Clarisse, Mathieu, est-ce que vous voulez rajouter un mot, faire votre propre conclusion, ce que vous retenez? Bon, j'y vais du coup. Vas-y. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant et en fait, je me rendais pas compte à quel point ça nous permet de repenser des choses, des nouvelles manières, par exemple, de faire du marketing. On a vu avec les pubs ou même Ikea, voilà, et des nouvelles activités économiques. Donc, c'est hyper intéressant dans ça. Après, moi, je m'interroge un peu sur la dangerosité, pardon, d'avoir un univers aussi immersif et, et en fait, qui serait, entre guillemets, un substitut de la vie réelle.
C'est un peu ce truc-là qui, moi, me fait réfléchir. Mais voilà. Il faut continuer à réfléchir, c'est sûr. Ouais. Il faut dire aux gens de réfléchir. C'est le plus important. Mathieu? Ouais, bah, merci beaucoup Vincent pour cette présentation. Du coup, je connaissais pas grand-chose sur le métaverse et j'ai appris énormément de choses. Ça me fait penser à plein de problématiques, enfin, du coup, que ça va entraîner. Donc, l'écologie, on en a un peu parlé, RGPD, et cetera. Il y a plein de problématiques qui vont, bah, que je pense qu'ils vont enfin, ceux qui vont travailler sur ça vont se creuser les ménages sur ça. C'est super intéressant et bah, je suis curieux de voir où est-ce que ça va nous mener. Voilà. Ça va nous Ah, mener dans un nouveau monde, un monde meilleur. Ah, on espère. ça fait un peu peur quand même. C'est ça, c'est vrai. On n'y est pas encore quand même, hein. Ouais. Ok. Bah, je vous propose de conclure là-dessus. Merci Vincent d'avoir répondu Merci. favorablement à l'invite. Tu reviens quand tu veux, évidemment. Ok. T'es bienvenu sur la chaîne. En mode incruste, vous faites un En tweet. mode, voilà, bam. Il y a Il faut une fois, filmer. ça nous est arrivé en live. C'est marrant parce que j'en parlais, je crois, 5 minutes avant d'avoir lancé le live. Je dis, putain, s'il y a quelqu'un qui débarque sur le Meet, ça me pète tout mon truc. Et bam, 3 minutes plus Ça peut être tard. sympa. Faites pas un truc le 1er avril. Je risque d'envoyer l'adresse du Meet à Ah ouais, Internet et c'est tout le monde va ça. rejoindre. Voilà, ça m'a pété tout le truc, mais bon, voilà. Merci à Jean-Yves qui avait participé dans le chat. Bonne soirée Merci aux 100 000 auditeurs. aux auditeurs. Voilà, Aux 100 000 auditeurs. 100 000 auditeurs. Ouais, on exagère à peine. On se retrouve au mois de novembre pour parler éco-conception. Donc on va, voilà, un peu dans la voilà, on a abordé la thématique de l'écologie, mais là on est en plein dedans. Voilà, on recommuniquera la date. Peut-être à tous les trois une bonne soirée. Merci Dorian. Et bientôt. À très bientôt. Allez. Merci. Salut. Au revoir. Ciao.